Bonjour, bienvenue à notre deuxième symposium professionnel de la Société française d'endoscopie digestive durant ce vidéodigeste tout particulier. Notre symposium s'intitule « Apport de l'intelligence artificielle sur la détection et la caractérisation des lésions du tube digestif ». En introduction, l'ensemble des orateurs et moi-même, on voudrait remercier le conseil scientifique de la SFED pour nous avoir honoré de cette présentation. Remercier tout particulièrement notre sponsor aujourd'hui, notre parrain Fujifilm, Europa Group qui organise ce congrès, et puis bien entendu nos orateurs et vous pour votre écoute attentive. On va commencer avec un tour de table pour vous présenter nos 4 orateurs et qui vont nous dire à cette occasion leur rapport avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils sont tombés dedans lorsqu'ils étaient petits? Est-ce que la grâce leur est venue un peu plus tard au cours de leur carrière? Bonjour, merci Xavier pour cette introduction. Donc moi c'est Mehdi Benchoufi, je suis médecin-chercheur à l'hôpital Hôtel-Dieu dans le département d'épidémiologie clinique de Philippe Raveau. Je suis par ailleurs mathématicien et m'intéresse aux questions d'intelligence artificielle depuis fort longtemps, mais essentiellement de la façon la plus triviale, c'est que effectivement, comme j'imagine pas mal d'entre nous ici, on a regardé des films qui étaient de la science-fiction à l'époque, et puis on a mûri les technologies aussi, et on arrive aujourd'hui à un contexte où ce qui nous faisait rêver lorsqu'on était enfant, rêver ou cauchemarder du reste, eh bien devient une réalité tangible aujourd'hui, et en tout cas dans mon activité que je tâche d'apprécier à la fois sur le plan technologique et méthodologique, et on y reviendra un peu plus tard. Merci beaucoup. Aymeric? Bonjour à tous, merci Xavier pour cette introduction. Donc moi je m'appelle Aymeric Beck, je suis chef de clinique dans le service d'endoscopie à l'hôpital Saint-Antoine et j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle non seulement dans le cadre de ma thèse avec toi Xavier, où nous avions évalué la propreté des images coliques, et puis ensuite un peu plus tard, et j'en parlerai tout à l'heure, sur la détection de polypes dans le côlon. Bonjour, moi je m'appelle Jean-David Zetoun, je suis gastro-entérologue, je travaille à Paris. Merci beaucoup Xavier pour l'invitation. Je ne suis pas un technologiste, mais j'ai eu la chance d'accompagner pas mal de sociétés plutôt petites dans leur développement vis-à-vis de l'intelligence artificielle en médecine ou de conseiller leurs investisseurs. C'est pour ça que je m'intéresse à ça. Emmanuel Coron, donc je suis PUPH en hépato-gastro-entérologie au CHU de Nantes. Et je me suis intéressé à l'intelligence artificielle assez récemment, en fait. C'est venu d'abord par le biais de l'endomicroscopie confocale, puisque la technique est tellement compliquée qu'on a essayé de simplifier un petit peu les choses. Et on a essayé de, finalement, développer un algorithme qui a été transformé en brevet, qui a été déposé pour automatiser, finalement, l'analyse de la muqueuse en endomicroscopie et prédire le risque de rechute inflammatoire dans les MICI. Et puis finalement, ce qui m'intéresse beaucoup plus maintenant, c'est qu'est-ce que ça donne dans la vie de tous les jours avec des endoscopes standards. Standard, c'est très haute définition, zoom, chromoscopie virtuelle, etc. Et finalement, moi, je suis pas non plus un technologiste. J'y comprends plus ou moins rien du tout à la façon dont ça fonctionne. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer d'un point de vue clinique et retour pour le patient et pour le médecin ces nouvelles techniques. Très bien. Bon, on a évidemment des intérêts, on va dire, convergents sur le sujet. Moi, je m'appelle Xavier Drey. Je suis responsable du centre d'endoscopie de l'hôpital Saint-Antoine, assistance publique des hôpitaux de Paris et Sorbonne Université. Et mon intérêt pour l'intelligence artificielle est venu d'une sollicitation de chercheurs, des chercheurs en analyse d'images, qui s'intéressaient par ailleurs à la vidéocapsule. Et c'est comme ça qu'on a démarré. On a depuis fondé une petite société qui développe donc des solutions d'analyse d'images en vidéocapsule. On va évidemment y revenir aussi, mais je voudrais souligner qu'en ce qui concerne l'intestin grêle, il y a un symposium de la SFED dédié à l'intestin grêle, et donc tout ce qui concerne la vidéocapsule sera traité hors de cette assemblée, je crois, pendant le prochain symposium. On a pris le parti de garder notre masque pendant tout ce symposium. Soyez sûrs, évidemment, qu'on sourit derrière nos masques et qu'on est très heureux d'être avec vous. Je vous propose maintenant qu'on commence avec la première intervention qui est la tienne, Mehdi, et qui s'intitule « IA en santé, les complémentarités
homme-machine? Tel qu'il est indiqué à l'écran, en effet, avec quelques différences. Donc, l'idée, c'est de vous donner une vue d'ensemble sur le sujet et qui pourra être, j'imagine, introductive des propos qui seront tenus par la suite. Pour rebondir sur ce que tu disais, l'intelligence artificielle, c'est un terme assez générique qui recouvre beaucoup d'opportunités, aussi de fantasmes. Au fond du fond, ça reste des techniques qui n'ont rien de magique, ce sont des techniques de statistique, et donc l'intelligence artificielle est un domaine de la statistique. Voilà, c'est une précaution d'usage quant à la présentation des enjeux IA, et encore une fois, entre guillemets, défantasmer ce sujet. Alors, le point qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des techniques qui se développent sont liées et sont possibles du fait d'un contexte qui est particulier, qui est celui de données massives. Ce qu'on appelle communément les big data. Et de façon générique, je dirais qu'une signature de notre époque, c'est que les observables sont mesurables. On vit dans un monde qui crache, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, énormément de données, des données en volume, des données dans des contextes très différents. Alors, les données qui nous intéressent sont bien entendu des données de santé, donc que l'on récolte dans des univers dédiés, les hôpitaux, la médecine de ville. Mais néanmoins, ces données sont disponibles et augmentées par les interactions qu'on a tous, ici et là, sur le web, et qu'on peut avoir aussi via des objets connectés, au premier rang desquels le smartphone, dont nous disposons, je pense, tous. Alors tout ça donne un torrent, un déluge de données, et c'est précisément le combustible premier des algorithmes d'intelligence artificielle. Pour être très simple et un peu caricatural, disons que les algorithmes usuels sont des algorithmes où l'homme ordonne à la machine, là où les intelligences artificielles sont une approche plus probabiliste, moins directive, où on donne à l'algorithme des datas, on le laisse faire d'une certaine façon, sous contrôle, on le laisse faire et lui-même va établir un certain nombre de relations dans les données qui lui permettront d'atteindre à toute une série de tâches. Et néanmoins, alors ce que je dis est toujours contestable parce qu'on peut faire aussi de l'intelligence artificielle sans avoir des données totalement massives, mais le principe est là néanmoins. Aujourd'hui, ces données, dans un contexte de santé, elles trouvent une représentation particulière au travers des patients qu'on appelle le deep patient. C'est-à-dire que ces données, qui composent au fond les individus. Vous avez des données intrinsèques à l'individu, sa génomique, son omique en général, les examens de biologie ici et là, les examens d'imagerie qu'il subit. Et puis, plus largement, cet individu est intégré à un réseau web, un réseau d'interactions sociales qui sont capturés par toute une série de devices, d'objets connectés, et qui forment comme ça toute une série de données qu'on peut stratifier depuis l'exposome jusqu'à la génétique. Alors ce qu'on appelle l'exposome, c'est précisément toutes ces interactions entre l'individu et son environnement, et donc le qualitatif ou le quantitatif météorologique, les polluants, ce genre de choses. Et donc c'est tout ça qui compose une représentation du patient, et une représentation qui est disons data-driven, donc qui a une expression sous la forme de données, et ce sont ces données qui vont être digérées par des algorithmes et qui vont permettre de réaliser toute une série de tâches sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Alors, pour faire de l'IA, il y a donc un contexte particulier qui est celui des données massives, et bien entendu la rencontre de ce contexte avec des technologies appropriées, et notamment des infrastructures de calcul qui permettent d'atteindre des puissances de calcul assez inégalées. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des fermes de serveurs qui sont tout entières dédiées à ce qu'on appelle l'entraînement des algorithmes, c'est-à-dire ces fameuses données dont il était question à l'instant, qui sont digérées, comme je vous le disais, pour rester dans une thématique digestive, donc par les algorithmes. Alors, les différentes applications de ces algorithmes sont vastes.
dans le domaine médical, on parle de détection au plus tôt d'un certain nombre de symptômes, d'un certain nombre de maladies, de processus de décision qui permettent aux professionnels, quels qu'ils soient, d'être accompagné dans la démarche notamment diagnostique, du diagnostic pur, du pronostic, du traitement, etc., etc. Donc, faut imaginer les possibilités tout à fait vastes et assez systémiques. Les questions techniques auxquelles les intelligences artificielles vont permettre de répondre. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer dans les détails. Et éventuellement, si les échanges s'y prêtent, on ira plus avant dans la discussion. Mais globalement, avec ces IA, vous allez pouvoir opérer des tâches, par exemple sur de l'image de classification, des tâches de segmentation, et puis des tâches, on va dire, qui ont un intérêt en pratique clinique, de diagnostic et parfois même de prédiction. Alors souvent, l'intelligence artificielle est associée à la prédiction. En réalité, l'intelligence artificielle est plus générique que cela, mais néanmoins, l'aspect sans doute spectaculaire, c'est la partie prédiction. Je peux témoigner aujourd'hui d'un travail qu'on mène à la PHP sur, par exemple, le fait de s'intéresser au cancer colique et faire des détections opportunistes de cancer colique à partir de données biologiques de sang assez triviales, l'hémoglobine. Et sur la base de travaux d'équipes israéliennes d'il y a 2 ou 3 ans, il a été montré que l'hémoglobine serait un bon marqueur prédictif de la survenue ultérieure de cancers colorectaux. Alors, ils estiment à 6 mois, peut-être même à 1 an, voire 2 ans. Et notre affaire, c'est de regarder si c'est possible. Et vous imaginez que là, si vous avez une solution aussi simple, puisque chaque patient réserve fait peut-être de la psychiatrie lorsqu'il rentre à l'hôpital un examen de sang avec de l'hémoglobine, eh bien on peut là imaginer, en neutralisant bien entendu les aspects inflammatoires, etc., avoir des outils très simples pour opérer des tâches donc de prédiction et donc opérer une rotation adéquate des malades. Là, je référence un article qui avait été amplement commenté, qui date maintenant. L'évolution aujourd'hui technologique est telle et l'intérêt des académiques et des industriels sur le sujet de l'intelligence artificielle fait qu'il y a un déluge d'algorithmes qui doivent encore trouver leur place en pratique, mais qui montrent que, par exemple, sur les tâches de classification de cancers colorectaux, eh bien les algorithmes font le job et j'imagine que par la suite vous avez donné toute une série d'exemples probants. Ici donc sur des images anapates. Alors je tiens à dire que les algorithmes d'IA fonctionnent, alors c'est pas un théorème général et encore une fois qui peut être discuté, mais fonctionnent de façon très spectaculaire dans l'imagerie. Alors pour la culture générale de nos éditeurs, il y a une technique particulière qui est très populaire qui s'appelle les réseaux de neurones et qui pour des raisons assez historiques au milieu des années 2000 font que elles ont été repérées comme des techniques tout à fait viables dans le cadre de la classification d'images. Alors historiquement pour classer des chats, pour détecter des chats sur des images, sachant que ces algorithmes n'ont pas eu de performance particulièrement remarquable jusqu'au milieu des années 2000. Et pourquoi? Parce qu'on ne disposait pas, de suffisamment de données, et de technologies qui permettaient d'avoir la puissance de calcul nécessaire pour que ces algorithmes se développent dans les bonnes conditions. Et donc, encore une fois, pour revenir au propos liminaire, data massive plus puissance de calcul font que les algorithmes convergent bien et se comportent bien. Et notamment dans la classification d'images, en anapath, il y a plein d'applications. Ici, une publication aussi dans Nature qui avait fait date sur le développement d'algorithmes. Alors là, j'emprunte à des exemples qui ne sont pas ceux de l'hépatogastro, donc vous m'en voudrez pas. Mais il s'agissait de dermatologie et qui me permet de traiter un point intéressant et un point de discussion sur l'intelligence artificielle et ses impacts potentiels, notamment en termes de généralisabilité des algorithmes. Donc là, il s'agissait d'algorithmes qui permettent de classifier automatiquement des névus
et pour savoir s'ils étaient bénins, malins, etc. Alors, là encore, on est dans la classification d'images, qui est le domaine vraiment électif d'application des réseaux de neurones, et ça fonctionne assez formidablement. Là, pour ceux que ça intéresse, une vidéo où une équipe de Stanford et de Google ont développé une application toute simple sur smartphone qui permettent de déclencher sa caméra au-dessus d'une lésion, et puis l'intelligence artificielle vous indique le pourcentage de risque que ce soit telle ou telle lésion dermatologique. Alors là, on imagine plusieurs choses. On imagine évidemment l'intérêt majeur, les smartphones on en a tous, et qu'on peut là avoir un expert dans un smartphone qu'on peut démultiplier sur 6 milliards de machines. Sans avoir, je veux dire, un expert en dermato, il faut 20 ans pour le former. Pour qu'il fasse école lui-même, il faudra encore plusieurs années pour que, voilà, il y ait un nombre de successeurs suffisamment qualifiés. Là où une intelligence artificielle peut avoir un potentiel de déploiement remarquable. Néanmoins, cela pose toute une série de difficultés. Si d'aventure l'algorithme ne se comporte pas exactement comme on l'attendait, eh ben, c'est potentiellement quelque chose qui peut être létal à échelle. Et donc ça, ce sont des sujets qu'il faut regarder avec vigilance. Et la problématique méthodologique sous-jacente est la problématique de généralisabilité. C'est-à-dire que, comme on l'indique, il y a une dépendance de l'algorithme aux données. Et donc la qualité des données, la typologie des données, va faire d'une part la performance de l'algorithme, mais aussi sa capacité à généraliser. Alors, s'il généralise pas si bien que ça, c'est-à-dire que si en dehors du domaine ou des patients sur lesquels il a été testé, il généralise pas si bien que ça. Au fond, c'est pas si grave si on décide de cibler une population qui ressemble à celle qui a été utilisée pour qualifier l'algorithme. Mais en règle générale, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et donc, on prend des algorithmes in silico qui performent formidablement, et puis on les met en vie réelle. Et là, il peut y avoir des marges d'appréciation. Et en fait, il y a un exemple tout à fait pratique qui s'entend tout à fait bien. Je reprends cet exemple de dermato et de grains de beauté. Imaginez-vous que, de ce qui me souvient de mes études en dermato en tous les cas, c'est que les névus qui dégénèrent atteignent davantage des phototypes clairs. Donc il y a un intérêt éventuel à aller dans des pays du Nord pour entraîner les algorithmes. Plein de data, avec des blonds, des blondes, etc. Et puis, voilà, qualifier l'algorithme. C'est un algorithme qui marche bien. On fait des tests et machin, et au-delà même de la population cible, à Stockholm, on essaie ça pendant un certain temps, et puis on voit que l'algorithme fonctionne remarquablement. Mais rien ne garantit pour autant que cet algorithme fonctionnera bien sur des peaux plus brunes, la mienne, des peaux noires. Et donc ça, c'est un souci de vigilance fort que de s'assurer que les algorithmes aient les bonnes indications une fois développés et que dans leur construction, ils puissent être façonnés de telle manière que, une fois déployés en vie réelle, ils performent bien. Ici, je note une publication assez intéressante qui montre comment un algorithme d'intelligence artificielle peut être même meilleur que l'expert. Alors pourquoi la question formulée ainsi peut surprendre? Au fond, l'algorithme, qu'est-ce qu'il prend en entrée? Il prend des données. Dans ces données, il y a par exemple donc de l'image et avec un qualificatif. Sur un grain de beauté, il y a le qualificatif, c'est un cancer, c'est pas un cancer. Donc à un moment donné, il y a une intervention humaine, ce qu'on appelle la labellisation, qui va dire si c'est un cancer ou pas. Donc en fait, il y a une dépendance à la data de l'algorithme, mais aussi une dépendance à la qualité de la donnée, la qualité du label, donc à l'expertise. Et là aussi, c'est discutable, il y a ce qu'on appelle les algorithmes non supervisés, etc. Mais enfin, globalement, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et on peut se dire donc qu'au mieux, la performance de l'algorithme se hisse au niveau de l'expert, ce qui est déjà remarquable. Et comme on le disait, un algorithme ne se fatigue pas, on peut le porter sur plein de machines, etc., etc. Mais néanmoins, il y a des modalités assez intéressantes qui peuvent montrer que l'algorithme peut être même plus performant que l'expert. Et dans cette application, qui est une application en pneumo, donc j'ai cherché en médecine digestive, mais j'ai pas trouvé, mais qui est intéressante et de façon assez générique, où vous avez des algorithmes qui ont été entraînés à regarder des images de thorax, de radiographie de thorax, et de façon assez subtile, en couplant pour un même patient une radio de thorax et un scanner. Et en fait, l'intelligence artificielle a appris à lire une radio de thorax comme on lirait un scanner.
Et donc, il y a des images qui ont été portées comme ça, d'ailleurs, je crois, sur les réseaux sociaux, à l'attention de pneumologues chevronnés, en leur disant, alors, voyez, est-ce que cette radiothorax, c'est pathologique? Ben non. Et en fait, il y avait des images en verre dépoli, etc., mais qui échappaient à l'œil nu parce que l'algorithme a fait des corrélations entre la radiographie de thorax et le scanner appareillé. Ça, je pense que c'est assez intéressant et assez aussi prometteur pour la suite. Alors, bien entendu, et Jean-David est un expert très attentif de ces sujets-là. Il y a une intensité aujourd'hui entrepreneuriale sur le sujet intelligence artificielle qui est remarquable, avec un nombre de startups tout à fait considérable. Alors là, je crois qu'il y a eu un petit switch dans une des slides. Pardon, c'est sans doute de ma faute. Juste pour mémoire, elle devait venir beaucoup plus tôt. Donc l'effet de surprise est manqué, mais pour vous dire que l'intelligence artificielle, comme je le disais de façon liminaire, ce ne sont au fond que des statistiques, et parfois des statistiques tout à fait classiques, des régressions linéaires, etc., qui pour certains sont déjà du domaine du machine learning, mais peuvent faire largement aussi bien que des techniques très très sophistiquées. Donc avis à ceux que ça intéresse. Quand il s'agit de se poser des questions, etc., la réponse est rarement technique. Il y a des techniques aujourd'hui qui sont très diverses et parfois des techniques très simples permettent de répondre très favorablement à un certain nombre de problématiques, y compris d'ailleurs des problématiques de prédiction. Bref. Ici, de façon un peu plus science-fiction, comme je le disais, je vous indique quelques éléments qui viennent aujourd'hui. Vous avez depuis quelques années maintenant la possibilité, à partir d'images, pour des intelligences artificielles, de recomposer le contexte. C'est-à-dire que là, vous voyez une image qui est présentée à une intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle dit « Ah ben là, c'est un chien qui est sous un lit ». Et donc, il y a une intelligence, entre guillemets, sémantique qui commence à être atteignable. Et donc ça, peut-être que dans l'esprit des uns et des autres qui ont des arrière-pensées cliniques, ça peut trouver son sens au plan médical. Et ici, pour mémoire, vous voyez que l'intelligence artificielle, alors non seulement peut avoir une intelligence sémantique, mais peut elle-même générer des images, générer des contextes et donc avoir une sorte d'imagination ou d'imagination comme je l'ai appelé ici. Et là, par exemple, on demande à une intelligence artificielle de dessiner un volcan. Alors il y a eu de façon assez populaire, vous pouvez retrouver ça sur le web, le même exercice sur des oiseaux. On demande à l'intelligence artificielle dessine-moi un oiseau qui est rouge, pivoine, je ne sais quoi, etc. Et puis vous avez une intelligence artificielle qui vous en dessine un plus vrai que nature, et vraiment c'est à s'y méprendre. Alors peut-être que là aussi, en termes de virtualisation dans vos domaines ici et là, ça peut avoir du sens. C'est des techniques assez contemporaines dans ce qu'on appelle donc les modèles génératifs qui permettent de faire ça. Alors évidemment, il y a plein d'interrogations et tout ça soulève pas mal de problématiques. Alors des problématiques qui sont amplement débattues, les problématiques de privacy, et puis les problèmes associés, les problèmes graves qui peuvent être associés. Je crois qu'on a tous vu circuler ici et là des vidéos assez virales sur les deepfakes, donc la possibilité d'inventer un contexte, un peu à la manière de ce que je viens de vous montrer, l'imagination, et vous placer vous-même dans des contextes que vous n'avez pas vécus, et tout ça peut être adressé contre les individus. Donc évidemment, les questions de privacy et les questions associées sont fondamentales. Les problèmes de souveraineté technologique, j'en dirai un mot. On n'a pas aujourd'hui, à ma connaissance en tous les cas en Europe, de boîte réellement systémique capable de générer de la donnée de tout genre. Ce que font Google, Facebook, etc., c'est qu'ils récoltent de la donnée de plein de contextes différents. On a parfois de très belles boîtes, Spotify, machin, etc., mais qui récoltent pas une donnée, si j'ose dire, très triviale, très pure, qui permettent donc d'alimenter des intelligences artificielles pour atteindre des problématiques assez génériques. Et donc ça, c'est un problème de souveraineté, on va dire, techno, à terme pour nous. C'est aussi un problème de souveraineté industrielle, puisque il me semble que beaucoup de ce qui concentre l'attention ici et là en termes d'IA, ce sont les algorithmes eux-mêmes. Or, les algorithmes viennent souvent avec des devices, enfin avec des objets pour les déployer, et ces objets sont clés. Et vous avez un certain nombre d'entreprises qui, là aussi, maîtrisent toute la chaîne de l'objet à la donnée.
Donc encore une fois, l'idée forte, c'est qu'il n'y a pas que des données, il y a aussi des objets. Pour vous donner un exemple très simple, prenons les assistants vocaux qui aujourd'hui arrivent dans voilà, qui ont un usage quasi domestique. Dans plein de foyers, on trouve des Google Home, des Alexa, etc. Et vous pouvez dire, bon, au fond, c'est pas un outil de santé, c'est quelque chose auquel je demande comme ça la météo, OK Google, quel temps il fait, etc. En réalité, ces dispositifs récoltent des informations, et notamment la donnée vocale, qui elle-même peut être requalifiée sur le plan médical, pour savoir si c'est plus ou moins une angine, plus ou moins un problème anxio-dépressif, plus ou moins une dysarthrie cérébelleuse d'un début de Parkinson, etc., etc. Et donc, la maîtrise d'un certain nombre, par un certain nombre d'entités de la data, mais aussi des devices, c'est un sujet fondamental et un sujet, je pense, de souveraineté technologique. Voilà. Voilà, pour l'essentiel, bien entendu, des problématiques éthiques et dont je pense qu'elles sont traitées aujourd'hui plutôt favorablement. Et à l'initiative d'ailleurs, entre autres, de GAFA, qui mettent en place un cadre éthique de développement des intelligences artificielles à venir et avec une insistance particulière sur leur ouverture et sur le caractère open source de ces algorithmes. Et d'ailleurs, la pointe avancée de la technologie de Google en termes d'intelligence artificielle ou de Facebook, respectivement TensorFlow ou PyTorch, eh ben, sont en open source. Alors, c'est pas suffisant, mais ça fait partie du traitement technologique d'un aspect éthique qui est fondamental. Voilà, au total, une vue d'ensemble sur le sujet. Et voilà, je me prépare volontiers à échanger avec vous et à discuter sur tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehdi. C'était très clair et passionnant. Ça nous ouvre des horizons beaucoup plus larges que peut-être ce qu'on avait imaginé en débutant cette session, qui est pour nous, endoscopistes, le traitement de l'image. J'avoue que moi, j'abordais un peu le sujet en me disant, ben oui, on récolte des images, elles sont traitées par une forme d'intelligence, mais on est bien au-delà de ça, donc, avec les big data. Donc, tu nous ouvres effectivement de nouveaux horizons. Alors l'intelligence, bon, il y a plein de définitions. Ouais. Une des définitions, c'est la capacité à s'adapter à une situation. Ouais. Donc finalement, on peut estimer que savoir lire une image, savoir même la labelliser, comme tu nous l'as montré, c'est un sujet. Est-ce que l'intelligence artificielle peut faire émerger des questions ? Est-ce que nous, humains, on s'adresse à l'intelligence artificielle, on pose la question, elle nous aide à la résoudre ? Ou est-ce qu'elle-même peut faire émerger les questions ? Oui, alors ça fait partie des grandes promesses aussi de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle vue comme une génération d'hypothèses où on donne à la machine une série de données sans avoir d'intuition particulière des données et on attendrait que l'intelligence artificielle les structure et renvoie un certain nombre d'hypothèses à tester. Je pense qu'il est tout à fait réaliste. Il se trouve que historiquement c'est un vieux rêve. Je crois que chez certains philosophes arabes, plus tard, il me semble même Leibniz, avec une vue assez mécaniste, avait imaginé que des objets puissent générer comme ça à la volée des hypothèses, des questions et une façon discursive de répondre aux questions. Donc il y avait une vision comme ça un peu totale, mais qui fait partie sans doute aussi des bases, on va dire, philosophiques ou épistémologiques qui ont permis, voilà, plusieurs siècles plus tard, d'imaginer ce qu'était la cybernétique et puis ensuite l'intelligence artificielle. Donc je pense que c'est raisonnable d'imaginer ça. Je peux vous donner quelques exemples, alors qui ne sont pas vraiment des éléments d'émergence de questions, mais d'émergence de stratégies de réponse à des questions. Par exemple, aux échecs, je ne sais pas si vous êtes familier de ce type, enfin des ouvertures et des finales. Le jeu d'échecs est assez standard pour ce qui est de ces ouvertures. Donc il y a une espèce de somme théologique sur le sujet où toutes les ouvertures sont répertoriées. Et là, vous avez des intelligences artificielles qui récemment ont permis d'invalider des ouvertures en disant non, ça marche pas, mais surtout d'en faire émerger de nouvelles stratégies de jeu. Puis on a retrouvé ça dans le backgammon, dans pas mal de sujets. Et donc là, ça ouvre des perspectives assez remarquables, se dire que on peut, sur la base d'un dataset, faire émerger des hypothèses que nous-mêmes ensuite on qualifierait. Et donc là, l'interaction à machine est fondamentale, où l'humain vient juger de la pertinence de l'hypothèse proposée, et puis ensuite l'évaluer, la tester, etc. Et puis aussi le fait d'être accompagné dans une interaction aussi avec la machine dans des stratégies nouvelles, donc des réponses à des questions qui auraient été elles-mêmes générées par la machine. Donc voilà, ça ouvre des perspectives assez remarquables. Si vous avez des questions, allez-y.
Non, j'en ai pas particulièrement comme ça qui me Alors, viennent. moi, j'en ai une. On a assez peu de temps à chaque présentation, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ou phrases ce que sont les réseaux neuronaux dont on va parler dans les topos suivants, et comment ça marche? Alors, je vais tâcher d'être bref et j'espère clair. En fait, des données, il faut imaginer que c'est une suite de caractères qui rentrent, dont la représentation est bien entendu digitale, qui rentrent dans un objet qu'on appelle réseau de neurones. Cet objet, c'est une sorte de calculateur, c'est une sorte de machine où les éléments à l'entrée, donc alors ce qu'on appelle un vecteur, donc il y a des chiffres, machin à l'intérieur, vont être transformés successivement par une série de couches, ce qu'on appelle des couches, qui vont agir de façon linéaire et non linéaire. Linéaire, c'est-à-dire on prend ce qui est, par exemple, si on prend une image, on a une suite de pixels qui représente l'image. On prend dans certaines couches des combinaisons linéaires de l'image, c'est-à-dire qu'on va additionner des bouts de pixels ici et là. Et puis par ailleurs des effets non linéaires, c'est-à-dire qu'il y a d'autres couches qui vont au fond couper, seuiller les pixels en disant je ne vais retenir que les pixels qui sont, alors qui sont plus exactement des pixels par la suite, mais des représentations chiffrées de ces données qui sont supérieures ou inférieures à un certain seuil. Et donc en fait, un réseau de neurones, c'est rien d'autre qu'une succession de transformations linéaires et non linéaires d'une donnée d'entrée. C'est pas plus que ça. Et il se trouve que à la fin, ça marche pas mal, et ça marche pas mal parce que en fait, il y a des outils assez sophistiqués qui permettent de construire précisément ces couches, de savoir quelles sont les opérations linéaires et non linéaires, et puis de faire en sorte que le système à la fin, qui est au départ assez aléatoire, finisse par converger de façon satisfaisante. Donc vraiment, c'est une suite d'opérations assez basiques qui s'appliquent sur une donnée d'entrée qui est une donnée de sortie. Voilà ce que je peux vous dire sur ce qui est au fond un réseau de neurones. Ce qui est intéressant philosophiquement, c'est que au fond, la vie elle-même, dans notre langage courant, on dit il y a des effets linéaires, c'est des effets très proportionnels, très machin, et puis il y a des effets de seuil, des effets non linéaires, dont on conçoit bien que ils apportent cette sorte de disruption qui fait que il y a de l'irrégularité, il y a des choses, et c'est la combinaison de ces deux choses-là qui font que les réseaux de neurones fonctionnent bien. Voilà, de toute façon, j'espère un peu simpliste, voir ce qu'on peut dire des réseaux de neurones. On a besoin de ce vocabulaire pour avancer. En tout cas, ce que je crois comprendre, c'est que ces réseaux de neurones, ils sont largement disponibles, que les puissances de calcul sont désormais, on va dire, ubiquitaires, on les trouve partout, et que ce qui est le plus crucial, ce qui a le plus de valeur aujourd'hui, ce sont les données. Et leur caractère généralisable. Alors, les données et l'expertise métier. D'accord. Oui. Maintenant, si on prend du recul, la vérité, entre guillemets. En réalité, les algorithmes, comme vous le dites très justement, vous avez des réseaux de neurones qui sont déjà pré-entraînés, qui sont disponibles en open source. Vous avez des ingénieurs, on en forme énormément de par le monde aujourd'hui pour produire l'intelligence artificielle. Alors, ils sont plus ou moins bons, plus ou moins machin. Donc il y a de l'expertise évidemment à ce niveau-là. Mais ce qui est fondamental, c'est d'entendre que, en tout cas, si on veut on ait des outils efficaces au plan médical, ce qui nous concerne, ce qui est fondamental, c'est que au fond, la technologie suivra. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir le bon questionnement médical, la bonne expertise métier pour accompagner l'éducation de ces algorithmes, leur construction, pour qu'à la fin, on ne se soit pas juste fait plaisir à développer des algos, mais que ce soit quelque chose de réellement efficace au plan médical. Ok, Mehdi, je crois qu'on pourrait t'écouter pendant 1h45, mais il va falloir enchaîner et justement voir maintenant les applications pratiques qui sont proposées aujourd'hui et peut-être des perspectives. On va commencer par le tube digestif haut. Emmanuel, œsophage et estomac, ton domaine de prédilection? Oui, alors moi j'aime bien effectivement l'œsophage et l'estomac. On va parler d'intelligence artificielle. Moi j'étais assez, je dirais, épaté en faisant la biblio pour ce topo de voir à quel point on était déjà finalement, alors que je pensais trouver des choses balbutiantes. Alors après la traditionnelle diapositive de lien d'intérêt, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que finalement, l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est vraiment une explosion des concepts actuels. Ça remet en cause beaucoup de choses, et la façon traditionnelle dont on a appris la médecine et l'endoscopie va probablement être changée par tout ça. Ce d'autant que les patients sont très au fait de ce qui se passe. Il y a une médiatisation, on pourrait même parler de surmédiatisation. On ne peut pas ouvrir un journal dans un kiosque sans voir un article sur l'intelligence artificielle ou une émission de télé
en parler. Et on entend beaucoup parler de saut qualitatif, de bouleversement sociétal, de révolution réglementaire. Finalement, dans la tête d'un gastro-entérologue, du gastro-entérologue que je suis, je me dis finalement, est-ce que ce nouveau concept, cette révolution, c'est une amie ou une ennemie du gastro-entérologue? On va essayer de répondre avec les données qu'on a actuellement. Dans le tube digestif haut, les choses sont plus complexes que dans le tube digestif bas en termes d'intelligence artificielle. D'abord parce qu'il y a une très grande hétérogénéité des lésions. Les lésions sont beaucoup plus diverses, beaucoup plus variées, beaucoup plus difficiles à interpréter. Et finalement, c'est vraiment un enjeu capital pour les firmes ou les startups qui développent ça, d'arriver à manager la complexité de ces lésions sur le plan de la sémiologie endoscopique. Il y a une hétérogénéité non seulement des lésions, mais aussi des études qui sont faites, et ça c'est vrai pas seulement pour le tube digestif haut, mais aussi pour le tube digestif bas. Finalement, les critères d'évaluation sont différents d'une étude à l'autre. Le gold standard, est-ce que c'est l'homme expert, est-ce que c'est l'anapathe, est-ce que c'est l'ordinateur contre l'ordinateur sur certaines façons d'évaluer. Finalement, il y a beaucoup d'hétérogénéité et on a l'impression qu'en train de refaire certaines erreurs de concept ou de design d'études d'il y a bien longtemps. Et finalement, les sociétés savantes vont avoir un grand rôle à jouer là-dedans, je crois. Et on va en reparler, mais que ce soit la SFED, bien sûr, la SNFGE, le SGE, etc. Il y a, je pense, un énorme boulot qui est fait en ce moment par les sociétés savantes. Parce que le problème, Mehdi l'a bien dit, c'est que il faudrait précéder la technologie par la conceptualisation humaine des études et des enjeux. Et finalement, on a l'impression qu'il y a un décalage entre l'arrivée de ces nouveaux outils qui sont là, en fait, et puis la réflexion nécessaire à l'accompagnement de cette révolution. Et c'est presque trop rapide, finalement. C'est souvent comme ça en médecine. Mais là, c'est encore plus crucial parce que c'est une avalanche de données qui nous tombe dessus. Alors, je prends un petit exemple, c'est dans le côlon. Ça, c'est le système Kadai de Fujifilm qui détecte automatiquement une petite lésion que j'aurais sûrement laissé passer, un petit polype qui fait 1 ou 2 millimètres. On passe en mode LCI, on confirme. Et on passe en mode chromoscopie virtuelle, le mode BLI, et on le caractérise. C'est-à-dire que l'ordinateur détecte un polype de 2 millimètres et vous dit c'est néoplastique, c'est-à-dire c'est un adénome, il faut l'enlever. Exit l'apprentissage de toutes les classifications de Kudo, de Connect, de qui vous voulez. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est déjà là sur nos machines. Finalement, c'est pour ça que les sociétés savantes, elles vont avoir un rôle très important, c'est de savoir quels sont les paramètres d'évaluation les plus importants, qu'est-ce qu'on attend de cette intelligence artificielle. Si on prend l'exemple du côlon, est-ce que c'est le taux de détection des adénomes? Est-ce que c'est la qualité d'examen de la muqueuse par le gastro-entérologue, notamment la surface explorée, on sait bien qu'on n'explore pas 100% du côlon quand on fait une coloscopie, mais est-ce qu'on peut augmenter la surface explorée? Est-ce que c'est le délai d'identification et de caractérisation des lésions? Alors, il y a plein de choses qui sont contradictoires. Il y a des gens qui disent ça va allonger le temps d'examen parce que l'ordinateur étant très sensible, il va nous montrer tout un tas de choses qui ne sont pas véritablement des lésions et qu'il va quand même falloir caractériser. D'autres qui disent attendez, les machines sont en train de s'améliorer, il ne va nous montrer que les lésions intéressantes et en plus les caractériser en un quart de seconde et finalement on va gagner du temps et peut-être on va gagner du temps d'examen par patient et pouvoir faire une stratégie de dépistage et de prise en charge plus rapide. Est-ce que c'est par le biais d'une meilleure caractérisation d'éviter d'enlever des lésions non opportunes et est-ce qu'on va donc diminuer le risque d'événements iatrogènes, d'hémorragie post-polypectomie, etc. Tout ça, c'est dans une réflexion très basique, mais qui est déjà là. Je crois qu'il y a aussi un rôle en termes de formation. Tu es bien placé en tant que responsable du cours intelligence artificielle au DU d'endoscopie diagnostique, mais finalement, toutes ces choses-là doivent être prises en compte par les internes, les jeunes médecins qui apprennent l'endoscopie actuellement. Je crois que l'intelligence artificielle, elle est là pour rester et elle va faire partie de notre pratique. Et il y a tout un tas d'aspects réglementaires et juridiques que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les lésions œsophagiennes hautes, il est impossible de faire toute la biblio, donc j'ai pris quelques articles un petit peu phares pour montrer un petit peu les preuves de concept. Ça, c'est une étude, comme son titre l'indique, pilote, sur
l'évaluation du système CAD pour détecter des lésions dysplasiques dans l'œsophage de Barrett. Alors, c'est en live en fait, hein. C'est un algorithme qui a déjà été développé par l'équipe d'Amsterdam, qui est en fait testé par trois centres, hein, de Amsterdam, Eindhoven et Louvain. Et donc les opérateurs font en live 20 patients, 10 avec un Barrett dysplasique, 10 avec un Barrett non dysplasique, et évaluent en fait la capacité de l'ordinateur à détecter les lésions dysplasiques en évaluant par lésion et par patient. Et on a une précision diagnostique de 90%, une sensibilité de 91%, une spécificité de 89%. Il faut préciser que le gold standard, c'est en fait l'évaluation de l'opérateur. Tous les opérateurs étaient experts, et donc si l'expert dit « je pense que c'est une lésion dysplasique » et que l'ordinateur dit « ce n'est pas dysplasique », c'est considéré comme un faux négatif de la technique, comme une lésion manquée. Et la seule lésion qui a été manquée par l'ordinateur, considérée comme dysplasique par l'expert, a été réséquée et était en fait non dysplasique sur le prélèvement. Selon le design de l'étude, on est donc avec une sensibilité insuffisante, mais en fait, c'est l'ordinateur qui avait raison. Et puis, il y a un faux positif parmi les 10 patients qui avaient un EBO non dysplasique. Si on regarde le détail du papier, le nombre de zones fausses positives a abouti à seulement 4 biopsies supplémentaires dans une cohorte de 20 patients, ce qui n'est pas, je pense, catastrophique. Alors, quelques images issues de cette étude qui m'ont été gracieusement fournies par l'équipe d'Amsterdam, qui montrent que donc, ce sont des images en lumière blanche, en haute définition, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de chromoscopie. Vous avez une barre sur le côté qui est verte ou rouge en fonction du fait que l'ordinateur pense que le Barrett est dysplasique ou non. Et donc l'indice de confiance, il y a un pourcentage, là il y a 4% de risque qu'il soit dysplasique, donc il est fortement confiant dans le fait que ce ne soit pas dysplasique. Ici, une autre lésion. Si vous regardez l'image de gauche, l'œil humain voit effectivement des petites zones un peu bizarres, mais qui sont quand même un peu subtiles. Et l'ordinateur vous dit, eh bien voilà la zone qui me paraît suspecte, je vous la contourne et je vous montre la zone à biopsier. Et j'ai 89% de confiance dans le fait que cette zone-là soit dysplasique, ce qui était le cas. Et encore plus impressionnant, une autre image, concentrez-vous encore sur l'image de gauche, on a une petite ulcération dont on pourrait penser que c'est un Barrett encore un peu inflammatoire, une ulcération peptique. L'ordinateur vous dit toute cette zone est suspecte et la biopsie, en fait, elle est juste au-dessus de l'ulcération, une zone à peine visible à l'œil humain. 91% de chances que ce soit dysplasique. Alors, ok, c'est faisable, l'algorithme est là, mais finalement, est-ce que c'est la vraie vie? Ça, c'était un tout petit nombre de patients, un tout petit nombre d'experts. Si on élargit un petit peu la taille de l'échantillon, qu'est-ce que ça donne? Alors ça, c'est une autre étude qui a été publiée là en début d'année dans Gastroenterology. 160 patients, une image par patient fournie à l'ordinateur. Et cette database n'est que le sommet émergé d'un immense iceberg qui fait partie du consortium Argos, où toutes les données de fibroscopie œsogastro-duodénale ont été fournies à l'ordinateur. Et puis là-dessus, ça fait des centaines de milliers d'images de Barrett, desquelles ont été extraites vraiment les images les plus intéressantes. Comme disait Mehdi, il s'agit de nourrir l'ordinateur avec une expertise humaine, et on extrait de ces images-là un algorithme qu'on pousse encore un petit peu. Dans cette étude, il y a 2 questions qui sont posées à l'ordinateur et aux endoscopistes. Première question, y a-t-il une lésion? Donc on regarde la capacité à classer l'image. Deuxième question, où est la lésion? C'est-à-dire la capacité à segmenter dans l'image la zone à risque, avec 2 sous-questions là-dedans. Quel est le contourage de la lésion et où est-ce que vous feriez la biopsie? Alors là encore, c'est l'homme qui servait de gold standard et c'était un super expert, en l'occurrence d'Amsterdam, qui disait ce qu'il en était. Donc vous voyez les exemples. On a une zone et puis on demande à l'ordinateur de contourer, de dire où on biopsie, et puis aux hommes de faire la même chose. Bien sûr, on demande d'abord aux hommes, puis ensuite à l'ordinateur. Et donc l'échantillon humain, c'est 53 endoscopistes avec des seniors, des juniors, des étudiants et des gens totalement novices en dehors du champ de la médecine
et de l'endoscopie. Et vous voyez les résultats, en fait, en termes de classification, c'est ça le plus impressionnant. Est-ce qu'il y a une lésion? Eh bien, l'ordinateur a une précision diagnostique de 88%, une sensibilité de 93% par rapport à 72% à l'endoscopiste, et une spécificité de 83% par rapport à 74% pour l'ensemble des endoscopistes. Par contre, une fois qu'on a vu la lésion, c'est à peu près comparable pour l'ordinateur, pour l'endoscopiste, il n'y a pas grosse différence. Mais l'enjeu majeur, comme on le sait tous, c'est de détecter la lésion et de ne pas laisser le patient repartir avec une zone qui va dégénérer dans les mois ou les années à venir. Et là, si vous voyez le graphe représentatif de l'ensemble de la population, vous avez en haut à gauche, en vert, le petit point vert, c'est l'ordinateur. En haut à droite, le super expert en rouge qui a servi de gold standard. Et vous voyez que tous les endoscopistes, les 53 endoscopistes, sont en dessous de l'ordinateur. On pourrait éprouver finalement un peu la même sensation d'abattement que le champion chinois de Go qui a été battu par l'ordinateur il y a quelques années. Comme on le sait, le Go est un jeu bien plus complexe que les échecs, ou en tout cas moins standardisé. Et donc on pensait que l'esprit humain résisterait plus longtemps à la machine, mais ça y est. C'est battu. Et on va voir qu'il ne faut pas réfléchir comme ça et que finalement les choses sont un petit peu différentes. Je vais prendre maintenant les carcinomes épidermoïdes. Là, il s'agit en fait d'une étude essentiellement chinoise qui a pris 1480 images de lésions épidermoïdes, 5191 images non épidermoïdes, enfin non carcinomateuses, et vous voyez globalement une sensibilité de 98%, une spécificité de 95% de l'ordinateur. Si on regarde par lésion, c'est-à-dire l'ensemble des images, et puis on prend, s'il y a au moins une image positive, on considère que l'ordinateur l'a détectée, on est à 100% de détection par les lésions. Il s'agissait en fait d'une détection par narrowband imaging, donc la chromoscopie Olympus, soit sans zoom, soit avec zoom. Et ce qui est intéressant, c'est que sans zoom, la sensibilité par image est assez faible, mais finalement, comme il y a toujours plusieurs images prises au cours d'une fibroscopie, on arrive quand même à, par patient, une sensibilité de 100%. Si on utilise un peu de zoom et qu'on s'appuie sur l'analyse des IPCL, ces petites boucles capillaires intravasculaires typiques des épidermoïdes, à partir desquelles les Japonais prédisent même la profondeur d'infiltration, eh bien on voit que la sensibilité par image est de 96%. Et ça, c'est bien sûr la porte ouverte à une caractérisation de haute volée par l'ordinateur. Donc c'est quelque chose qui est là et qui va probablement nous aider beaucoup pour des lésions qui sont un cancer encore œsophagien extrêmement important de par le monde. Et puis je vais terminer avec l'estomac. Alors l'estomac, explorer un estomac, c'est très difficile. Moi je considère que ça fait partie des endoscopies les plus difficiles avec les surveillances des Mickey. Être certain chez un patient qui a une gastrite atrophique de ne pas laisser passer des petites zones ou de se retrouver dans l'ensemble des lésions gastriques possibles. Une sorte d'Everest pour les gastro-entérologues. Et l'ordinateur, là aussi, a des capacités, en tout cas un potentiel très impressionnant. Alors vous voyez cette étude, encore une fois chinoise, on peut à peine imaginer, ils ont fourni plus d'1 million d'images à la machine, issues d'une cohorte de 84 000 patients. Ils ont fourni 39 000 images de cancer gastrique qui avaient été classées. Donc là, on est en lumière blanche, sans zoom, c'est vraiment de l'endoscopie, entre guillemets, basique. Et puis, ils ont développé à partir de ça un algorithme qu'ils ont appelé le GRADES pour Gastrointestinal Artificial Intelligence Diagnostic System. Et ce GRADES a été validé prospectivement dans 5 autres centres. C'est quelque chose qui, un peu comme l'algorithme du Barrett, est tout à fait compatible avec la pratique. L'ordinateur met moins de 40 millisecondes à vous donner la réponse de ce que vous êtes en train de regarder. Donc c'est quelque chose de quasiment immédiat. Et si on regarde, le tableau initial était beaucoup plus complexe que ça, j'ai essayé de le simplifier, mais je vois que c'est encore un peu difficilement lisible. Alors, en fait, en rouge, c'est là où, les chiffres en rouge, c'est là où l'homme fait mieux que l'ordinateur. C'est-à-dire quand on est expert ou endoscopiste compétent, on a une précision diagnostique et une spécificité meilleure que l'ordinateur. Et quand on est expert, on a la même sensibilité que l'ordinateur. Quand on est junior, il n'y a que la spécificité qui est meilleure pour les lésions néoplasiques gastriques. Mais en fait, si vous rajoutez l'ordinateur et que vous regardez la prédiction de l'endoscopiste expert et de l'ordinateur, vous êtes à 98% de sensibilité
Pareil pour les compétents, et les juniors passent carrément de 72 à 96%. Vous voyez à droite de la diapositive le pourcentage de faux négatifs inférieur à 1%. Finalement, ce qu'on demande à ces systèmes, c'est d'être des systèmes de screening, de dépistage. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est un très faible taux de faux négatifs pour éviter de passer du temps à se demander ce que c'est que cette zone, à faire des biopsies ou des résections inutiles. Et donc, si le système a un très faible taux de faux négatifs, eh bien à ce moment-là, on imagine qu'on va pouvoir gagner du temps et sécuriser un petit peu l'endoscopie et la qualité du compte-rendu. Donc finalement, il ne faut pas être abattu et pas voir ça comme le fait d'être battu par l'ordinateur, mais plutôt avoir l'impression que vous avez un super expert ou quelqu'un qui est à côté de vous, à côté de votre épaule, en train de vous chuchoter à l'épaule que cette lésion n'est en fait pas une lésion et que c'est pas la peine de s'embêter à la biopsier, ou au contraire que là, il va falloir faire un prélèvement. Et donc finalement, en conclusion et comme perspective, bon, il y a encore assez peu de données cliniques. Il y a notamment une littérature qui est moins riche que dans le tube digestif bas, mais ça semble largement aussi intéressant. Il y a encore de nombreux défis à relever parce que là, on n'a parlé que de lésions cancéreuses finalement, mais évidemment, les databases sont fournies avec un panel de lésions qui est considérable en fait. Je pense que tout est envoyé à l'ordinateur, donc on va avoir aussi des datas sur les lésions précancéreuses gastriques, les atrophies, les métaplasies intestinales, etc. Évaluer, par exemple, grader l'extension d'une polypose adénomateuse familiale dans le duodénum, etc. C'est des choses qui vont pouvoir être, je pense, fournies par l'ordinateur. Et puis peut-être des diagnostics de maladies rares, auto-immunes, etc. L'éventail est très large, mais petit à petit, ça va se faire, et probablement que les startups ou les industriels qui bossent dessus ont des sortes de work package en fonction des priorités de développement, mais que à terme, tout sera intelligence artificielle. Et puis, il y a bien sûr des enjeux réglementaires et sociétaux. On n'en a pas parlé, mais je crois que demain, dans la session vidéo capsule, il y aura des choses là-dessus. Eh bien, tous ces tests non invasifs vont eux aussi probablement révolutionner aussi l'endoscopie diagnostic, et il y a déjà des papiers sur l'intelligence artificielle embarquée à bord de capsules qui sont tout à fait intéressants. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Emmanuel. Alors même si on ne se sent pas aussi déprimé que le joueur de Go, on est en droit de se poser quand même quelques questions sur l'avenir de la profession. On comprend que si, sans être un endoscopiste expert, pour peu qu'on soit épaulé, comme tu le disais, par un système d'intelligence artificielle, on atteint des capacités de diagnostic très élevées. Alors finalement, est-ce qu'il risque d'y avoir des changements de fond dans notre profession? On dit beaucoup à nos internes, l'endoscopie haute, techniquement c'est facile, ce qui est compliqué c'est l'interprétation. La coloscopie c'est un peu l'inverse. Est-ce que tu penses que demain, il y aura un glissement de tâches vers une catégorie de spécialistes, pas forcément médecins, qui feront le relevé d'image, et puis l'endoscopiste deviendra un technicien de haute volée, encore plus qu'aujourd'hui pour le traitement? Alors, bien sûr, je pense qu'il faut être conscient du risque du glissement des tâches, ce d'autant que tous ces systèmes permettent aussi d'externaliser cette interprétation automatique d'ordinateur. On peut imaginer que les images soient envoyées dans d'autres plateformes avec un retour immédiat. Il n'y a même pas forcément besoin, je pense, de se doter forcément localement de tous ces systèmes-là. On peut imaginer qu'il y ait une forme d'externalisation et qu'il y ait une forme de tentation à avoir non pas des médecins mais des techniciens qui fassent l'endoscopie. Je pense qu'en fait ce risque-là est assez faible parce que ce qu'on a du mal à réaliser, c'est à quel point ce qu'on fait dépasse simplement l'acte technique et l'interprétation de l'image. C'est-à-dire qu'on a en tête le contexte du patient. Tout ça, ça nous prend quelques millièmes de seconde, mais d'évaluer la fragilité du patient, le contexte médical, les comorbidités, de gérer ce qu'on est en droit de faire, pas de faire, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait partie des aspects humains de la médecine et qui sont, je pense, considérables. Et puis, je crois que de façon, mais c'est ouvert au débat, de façon vertueuse, on est plutôt
en droit d'exiger quelque chose qui soit une médecine d'abord humaine, mais dont la qualité soit épaulée par l'ordinateur pour standardiser un petit peu le niveau de pratique. Finalement, c'est un peu comme ça que je le vois, plutôt que le remplacement d'un médecin par un technicien qui coûterait moins cher. D'accord, je pense que Jean-David, il nous dira des choses là-dessus tout à l'heure. Moi, je vous propose qu'on... Pardon, tu avais une question. Est-ce que dans ta pratique clinique, tu l'utilises? Et à quel point ces techniques sont répandues vraiment dans l'usage de base, courant, en France, ailleurs? Oui, c'est une très bonne question. Alors, sur les tubes digestifs hauts, on ne l'utilise pas pour l'instant. Il n'y a pas encore de système en dehors de start-up, de système mis à disposition, mais ça va venir probablement rapidement. Et dans le tube digestif bas, on l'utilise. Moi, je l'utilise au quotidien, en évaluation actuellement. Il y a des systèmes qui sont disponibles. Et en fait, c'est assez rigolo parce que, avec, je dirais, le background qu'on a ou la façon d'apprendre la médecine, on est forcément plutôt dans le scepticisme, le doute, une sorte de méfiance par rapport aux innovations. Un peu comme ça que le système est arrivé dans mes mains. Et puis ensuite, on se laisse gagner par finalement le fait que le système est quand même drôlement sensible, robuste, et que finalement, quand on ne l'a pas, on a un peu l'impression de conduire sa voiture sans avoir mis la ceinture de sécurité. Et c'est un peu ça qui se passe. Et du coup, pour vous, et peut-être en arrière-pensée avec la formation des étudiants, est-ce que dans la pratique quotidienne d'interaction avec ce type d'IA, est-ce que toi, tu penses que ça te fait progresser d'une façon ou d'une autre? Oui. Et sur deux plans, c'est-à-dire qu'à la fois sur le fait de détecter plus ou moins bien, et sur le fait te sentir quelque part en challenge avec une IA qui te force à peut-être une survigilance ou... Oui, ça c'est très vrai. En fait, le fait de faire de la médecine, ça rend humble en général, je pense. Mais on voit effectivement qu'on est obligé, mais de la même façon finalement que d'autres apports technologiques comme le zoom ou la chromoscopie nous ont appris à mieux voir en lumière blanche, tout simplement parce qu'ils ont attiré notre œil sur des petites lésions qu'on ne voyait pas et ensuite qu'on apprend à reconnaître parce que on s'est sensibilisé l'œil. C'est un peu de la même façon quelque chose qui va nous pointer du doigt quelque chose. Donc je pense que c'est quelque chose qui est probablement là pour nous aider et pour rester. On est déjà un petit peu juste côté temps, alors on va basculer à l'étage du côlon. Je vous redis que pour l'intestin grêle, ce sera en fait tout à l'heure, et non pas demain, ce sera tout à l'heure sur le 3e Sympo. Aymeric, tu vas nous porter peut-être à un niveau de précision encore plus élevé, d'avancement avec le côlon. Merci Xavier. Donc effectivement, on va parler du côlon et intelligence artificielle, sujet éminemment à la mode. Les choses évoluent très vite et je vais dire d'emblée que ce topo, je vais vous faire un peu l'état de l'art de l'intelligence artificielle dans le côlon, mais ce topo, dans un an, il est désuet. Voilà. Donc mon exposé va se décomposer comme suit. Après une introduction, on va parler de la détection avec l'intelligence artificielle dans le côlon, la caractérisation, les autres applications, l'IA qui remplit de multiples fonctions avant les conclusions. Donc quand on va parler d'intelligence artificielle et de côlon, évidemment, la première question, ça va être la coloscopie de dépistage. Il y a d'autres applications, mais dans ce topo, je vais principalement parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est un problème de santé publique, premièrement, et deuxièmement, parce que la coloscopie, bien qu'un examen de référence, est imparfaite. Imparfaite parce que le taux de détection est très variable, il y a une hétérogénéité en fonction de l'opérateur, et qu'on estime, une méta-analyse a montré qu'on louperait une lésion sur 5, ce qui est quand même gigantesque. Les conséquences, elles sont évidentes, le cancer d'intervalle. Voilà. Donc c'est une vraie question. Alors quelles sont les solutions? Elles sont multiples. Évidemment, vous le devinez, l'intelligence artificielle en est une, en tout cas potentiellement. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle ne rate pas de lésion, on va en parler. Elle ne se fatigue pas, contrairement à l'opérateur, qui en fin de coloscopie est peut-être un peu pressé. Elle aide en temps réel, on va le voir aussi. Elle est opérateur indépendant dans le sens où, si vous prenez deux coloscopies qui sont similaires, l'intelligence artificielle va vous donner les mêmes résultats. D'accord ? Évidemment, une coloscopie mal faite, là, l'intelligence artificielle ne va rien pouvoir faire, mais la même coloscopie, la machine va faire la même chose. Et elle est d'utilisation intuitive, ce qui est, je pense, primordial quand on parle d'innovation, justement, où il peut y avoir des résistances, à juste titre, mais quand un outil est simple d'utilisation, déjà, c'est quelque chose qui est bon pour la suite.
Les deux applications de l'intelligence artificielle dans le côlon, principalement, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est détecter les polypes, les lésions précancéreuses, augmenter notre taux de détection d'adénome, et puis aider à caractériser ces polypes. D'accord? Et ça, c'est surtout pour ceux qui sont moins expérimentés, et aussi, dans un second temps, pour déterminer si oui ou non un polype doit être enlevé ou pas. Ça fait des années qu'on en parle, et peut-être que ça, c'est un outil qui va nous permettre de réellement le faire, à échelle large. Alors, que disent les recommandations? Peu de choses, puisque c'est quelque chose qui est assez récent, d'accord, c'est à la mode, et vous allez voir, il y a une florilège d'études qui ont été publiées récemment. Les recommandations, il y a le SGE qui en parle en 2019, donc 2019 c'est l'an dernier, et à juste titre, on est prudent. C'est-à-dire qu'on estime que c'est un outil intéressant, mais que petit 1, petit 2, petit 3, attendons un petit peu, ne nous excitons pas trop. Alors on va commencer par parler de la détection. Alors qu'est-ce qu'on demande à l'intelligence artificielle? Pour la détection, c'est évidemment d'être sensible. C'est un outil diagnostique. Donc ça, c'est non négociable, non discutable. On va demander peu de faux positifs, parce qu'on parle d'image, et donc on ne veut pas que l'image soit polluée par des faux positifs. D'accord? Et on veut que ça soit fait en temps réel. D'accord? Donc on veut que sur une image de coloscopie, sur des images de coloscopie, l'algorithme d'intelligence artificielle soit capable de détecter quasi simultanément le polype au moment où il apparaît sur l'image. Voilà une vidéo que vous avez tous vue. Donc avant de passer au côlon et au caca, une vidéo un peu sexy de James Bond. Vous voyez l'idée. Les champs d'application, tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure, sont larges. Donc là, on passe plus au côlon. Vous voyez cette vidéo qui est très bien choisie, puisque je suppose que comme moi, vous n'avez pas vu le polype jusqu'à ce que la petite case bleue vous dise oui, en fait, il y en a un. Donc ça, c'est ce qu'on veut, une détection en temps réel, une bonne sensibilité, ne pas louper de lésions. Et on ne veut pas trop de faux positifs. Là, vous voyez des faux positifs. Alors ça peut tout être, ça peut être des bulles, des machins, des trucs. Mais c'est ça qu'on demande aussi, finalement, c'est qu'on ne soit pas trop pollué non plus à l'image, puisqu'en endoscopie, on regarde des images. Donc ça a quand même son importance. Donc, je vais vous parler un peu des études les plus importantes qui ont été publiées à ce jour, celles qui ont fait franchir une étape à l'intelligence artificielle dans le côlon. Je ne vais pas parler des algorithmes qui sont plus anciens, ceux qui sont handcrafted. Pourquoi? Parce que ils étaient moins performants. D'accord? C'était une époque où les ordinateurs étaient moins puissants, à une puissance de calcul moindre. Aujourd'hui, vraiment, on parle, tu l'as dit tout à l'heure, de deep learning, d'apprentissage profond, d'accord, des réseaux de neurones. C'est principalement sur cette technique que les algorithmes sont développés et sur lesquels ces études sont publiées par la suite. Donc, on va principalement parler de ça. Ça, c'est une première étude qui a été faite donc en temps réel. Okay, et qui montre que on a une bonne sensibilité et une bonne spécificité dans la détection des polypes en temps réel pendant une coloscopie. J'ai juste mis ce tableau-là parce qu'il est intéressant. Il vous montre sur les deux colonnes de droite l'importance qu'on alloue à la spécificité et la sensibilité. Si on estime qu'on veut une sensibilité maximale, on va s'autoriser à avoir un peu plus de faux positifs. Et finalement, est-ce que c'est grave ou pas? Probablement qu'il faut mieux avoir une meilleure sensibilité, quitte à avoir un peu plus de faux positifs. Vous voyez que les chiffres, ils changent drastiquement. Mieux vaut avoir une bonne sensibilité, quitte à avoir 5% de faux positifs. D'accord? Donc ça, c'est un concept assez important et dont la plupart des auteurs parlent. Deuxième étude, la première étude in vivo, d'accord, qui a été publiée l'an dernier aussi, où il y avait l'endoscopiste qui faisait sa coloscopie et puis un mec dans une salle à côté qui regardait ce que faisait l'intelligence artificielle. Si cette étude, elle montre que le taux de détection d'adénome est similaire entre les deux, le principe que ça soit réalisable in vivo était fait avec cette première étude du genre. On passe ensuite à la première étude contrôlée randomisée à laquelle j'ai eu le plaisir de participer quand j'étais aux États-Unis, une étude américaine-chinoise où plus de 1000 patients ont été randomisés, coloscopie avec intelligence artificielle, coloscopie seule, et on voit que le taux de détection d'adénome est plus élevé dans le groupe de patients où la coloscopie était assistée de l'intelligence artificielle avec aucun polype manqué et assez peu de faux positifs. Et pour avoir participé à l'élaboration, on a publié des études avant où
le taux de faux positifs était gigantesque. Et donc, là, je vais juste faire une petite digression sur le deep learning. L'avantage de ce type de technologie, c'est qu'elle se bonifie avec le temps. Plus on va feeder des images à la machine, je caricature, et plus elle va être performante, tant sur sa sensibilité que sur sa spécificité. Donc là, vous pouvez voir cet algorithme d'intelligence artificielle à l'œuvre. La vidéo est assez longue, donc je vais passer. Vous comprenez bien entendu le principe. Je vais faire l'autocritique de l'étude à laquelle j'ai participé, mais ça a son importance parce qu'encore une fois, on est tous très excités par l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais il faut savoir être prudent. Et les limites de cette étude sont évidentes. La première, c'est qu'on avait pris des coloscopies tout venant, et pas des coloscopies de dépistage. Les patients étaient assez jeunes, donc moins de polypes. L'étude a d'ailleurs été faite en Chine, où on sait que le taux de cancer du côlon est moins important, et le taux de détection d'adénome était assez bas. Donc évidemment que la plus-value, parce que c'est ça qu'on demande à l'intelligence artificielle, c'est de nous donner une plus-value. La plus-value, elle est plus importante si l'endoscopiste est moins bon, moins désexpérimenté. Donc ça, c'est des choses qui peuvent varier. Et évidemment, comme pour toute étude médicale digne de ce nom, il y a la question de la validité interne, de la validité externe. Est-ce que ça, c'est vraiment applicable partout ailleurs? Donc ça, on n'y est pas encore. L'autre chose, et ça c'est assez important, c'est finalement la plus-value sur la détection, mais aussi qu'est-ce qu'on détecte finalement. On détecte, vous le voyez à l'écran, des polypes diminutifs. Donc là aussi se pose la question, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment ces polypes-là qui sont les plus dangereux? Première étude avec marquage, réalisée par nos amis italiens en 2020. L'étude a été publiée tout récemment, une étude contrôlée randomisée, multicentrique, qui montre aussi que le taux de détection de l'adénome est plus important avec le système d'intelligence artificielle. On détecte plus d'adénomes par coloscopie. Et là aussi, c'est surtout pour les adénomes petits et diminutifs. Donc là, vous voyez aussi l'algorithme à l'œuvre. Il s'agit du GI Genius de Medtronic. Donc une solution plug and play. Et encore une fois, j'en reviens à la simplicité d'utilisation, ce qui est quand même un immense atout. Je vais terminer sur la détection en parlant d'une méta-analyse qui a été publiée récemment, qui ne parle pas de la dernière étude là, dont je vais vous parler, mais qui fait un peu la synthèse des études qui ont été publiées sur le sujet. Et voilà, les résultats poulés, ils sont bons, la sensibilité est bonne, la spécificité est bonne. Conclusion, est-ce que l'IA est capable de détecter les lésions? La réponse est oui. Voilà. Où est-ce qu'on en est en termes de marquage? Donc le GI Genius dont je parlais tout à l'heure, qui a obtenu son marquage CE l'an dernier, qui est en cours d'évaluation aux États-Unis pour autorisation par la FDA. Le Vision AI, qui est celui sur lequel nous avons publié en 2019, qui est aussi en cours d'étude pour une autorisation de la FDA. Le CADAI, je vais en parler un petit peu après, il a obtenu son marquage cette année. Parlons de la caractérisation. Là, l'approche, elle est un peu différente. On ne parle pas d'image ou de vidéo en lumière blanche, mais plus souvent, on s'assiste déjà, on assiste l'intelligence artificielle du zoom, du MBI, souvent parce que c'est avec cette technologie que ça a été développé, mais enfin de la chromoendoscopie virtuelle, voire de magnification. Donc il y a effectivement deux approches. Soit on utilise un coloscope normal, avec du MBI et du focus. Donc là, vous voyez à l'image cet algorithme qui a fait l'objet d'une publication récente aussi dans Gut et qui avait été entraîné sur plus de 60 000 images, puis validé sur un jeu de 125 vidéos et qui montre des performances assez spectaculaires en termes de caractérisation. Est-ce que la lésion est de type adénomateuse ou de type hyperplasique? D'accord ? Une autre approche, qui est plutôt japonaise que européenne ou américaine, c'est l'endocytoscopie. Donc c'est un endoscope qui est déjà équipé d'un pouvoir de magnification. L'algorithme s'appelle le EndoBrain. Et donc là, la technique est un peu différente. C'est qu'il faut avoir l'endoscope déjà qui soit capable d'une telle magnification. Il faut mettre du MBI et il faut colorer au bleu de méthylène. Et là aussi, les performances, elles sont bonnes et on estime pour la sensibilité qu'elles sont même meilleures que les experts japonais. Donc, c'est pas n'importe qui pour la caractérisation de ces lésions.
Voilà. Les auteurs, eux, ils concluent que on a besoin du NBI pour l'étude des vaisseaux, on a besoin du bleu méthylène pour l'étude des cryptes, voilà, et que les deux sont complémentaires, mais que potentiellement, un jour, on pourra se passer du bleu de méthylène, qui est quand même assez contraignant. La méta-analyse dont je vous parlais tout à l'heure, elle a aussi poolé les résultats des études qui ont été publiées sur la caractérisation. Il y en a un certain nombre, et vous voyez à l'écran que les performances sont assez bonnes, notamment pour différencier donc des lésions pré-néoplasiques de non néoplasiques. D'accord ? Si on prend juste les études qui ont utilisé des algorithmes basés sur du deep learning, on voit aussi que la sensibilité, la spécificité sont bonnes. D'accord ? Idem pour les polypes diminutifs et aussi par rapport aux endoscopistes non experts. D'accord ? Et donc là, j'en reviens encore à cette question de la plus-value par rapport, et tu en parlais tout à l'heure, de l'endoscopiste expert, l'endoscopiste compétent et l'endoscopiste junior. Forcément, le endpoint ne va pas être le même en fonction de ce qu'on va vouloir chercher et avec qui. En termes de marquage, donc le EndoBrain dont j'ai parlé, qui a été autorisé au Japon en 2020 et dont l'étude dont je vous parlais validait cette autorisation. Le AI4GI de nos amis nord-américains et puis CADAI dont je vais vous parler maintenant sur un chapitre dédié puisque là on va passer aux autres applications mais aussi aux tâches combinées. D'accord ? Donc CADAI de Fujifilm a cet avantage de pouvoir faire des tâches combinées. A obtenu son marquage CE cette année et fondé sur un apprentissage profond, là encore, permet en lumière blanche et en LCI de faire de la détection, puis avec le BLI de faire une caractérisation en temps réel. Donc la détection que vous voyez ici, avec donc un signal à l'image, mais aussi sonore. On peut mettre un signal sonore. Voilà, faut mieux être zen parce que c'est assez insupportable, surtout s'il y a plein de polypes. Mais ça permet aussi de réveiller l'endoscopiste qui dort. La caractérisation, vous voyez avec un code couleur sur la gauche, donc une lésion néoplasique, d'accord. Et puis sur la droite, avec un code couleur vert, une lésion hyperplasique. Et donc évidemment la combinaison des deux. Vous allez voir que l'algorithme va détecter un polype et va ensuite l'analyser pour déterminer s'il s'agit d'une lésion de type hyperplasique ou adénomateuse, et donc là hyperplasique. Alors tout ça, ça se fait avec un clic de bouton. Hein. C'est comme GI Genius, voilà, c'est très simple à utiliser. Dans les tâches combinées, toujours EndoAngel, donc pareil, développé sur un apprentissage profond avec des réseaux de neurones, un aide à la détection et la caractérisation, mais aussi, et ça c'est assez intéressant, un contrôle qualité. Alors, et ça c'est une autre chose que peut faire l'intelligence artificielle pour nous, c'est de nous dire oui, vous êtes arrivé au niveau du côlon, oui, vous descendez trop vite, vous avez envie de faire pipi, mais attendez 2 minutes, d'accord ? Et est-ce que le côlon est bien préparé ou pas ? Et on connaît tous les limites du score de Boston qui est utilisé de manière ubiquitaire depuis des années. Donc juste à cet effet, cette vidéo qui vous montre en haut à gauche combien de temps l'endoscopiste a mis pour monter son endoscope. D'accord ? Le sécom a été identifié et là il est en train de descendre son endoscope et il est chronométré. Donc là encore une fois, on perçoit que ça peut aussi être un espèce de contrôle, en fait, en quelque sorte, sur la qualité des soins que nous apportons quand on fait une coloscopie à nos patients. Alors évidemment, je le disais un peu avant, cet algorithme d'IA permet aussi de faire de la détection de la caractérisation. Vous voyez sur le tableau les résultats des performances de cet algorithme, où là encore le taux de détection est augmenté. Les autres applications, je vais aller assez rapidement. Les MICI, la rectocolite hémorragique, un certain nombre d'études de très bonne qualité qui ont été publiées à ce jour, il y en a 4 ou 5, et qui permet, avec un assez haut degré de précision, de prédire la rémission endoscopique et la rémission histologique. Alors là, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure.
encore une fois, sur la plus-value quand on parle de lésions compliquées, l'analyse de l'estomac, les Mickey. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi, d'accord. Et je pense, à titre personnel, que si on arrive à avoir un outil fiable pour ces maladies ou l'évaluation de ces segments-là du tube digestif, la plus-value sera énorme. La préparation colique, j'en ai déjà parlé avec le EndoAngel, et qui fait mieux que l'endoscopiste. Alors, donc là aussi, ça, c'est un message fort, parce que au-delà de ce que on donne à l'IA, encore une fois, une coloscopie mal faite, mal descendue, l'IA va pas faire de miracle, ça c'est évident. L'IA ne peut pas détecter ce qui n'est pas visible. Si l'IA peut nous dire que parallèlement, de toute façon, le côlon est trop sale, ça ne fera pas ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de faire du dépistage. Là aussi, un outil intéressant. Donc en conclusion, vous voyez, j'ai parlé de pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, dans le côlon, parce que voilà, c'est à la mode, c'est un sujet de santé publique qui est constant dans le temps. Donc ces quelques mots de conclusion, c'est que l'IA peut détecter et caractériser les lésions avec un haut degré de précision. Voilà, la technologie, elle est prête. Et on a des algorithmes qui ont été validés en Europe, au Japon, pour la détection, la caractérisation, voilà. Mais sur cet intérêt, cette plus-value de l'intelligence artificielle, voilà, la question qui se pose, c'est déjà, si on détecte des polypes diminutifs, c'est bien, mais bon, on peut peut-être attendre un peu plus. Et là, vous devinez où je veux en venir, les festonnés. Les festonnés, historiquement, on a commencé à s'y intéresser assez récemment. C'est-à-dire que, bon, à l'époque où j'avais même pas commencé la médecine, mais c'était il y a quand même pas si longtemps, les festonnés, voilà. Donc, est-ce que l'IA va être capable de nous aider sur les festonnés, sur ces lésions planes qui sont difficiles à détecter, celles qui posent vraiment problème? Là, la question reste entière. Et puis, on a peu de recul. C'est-à-dire que le TDA, c'est bien, mais le TDA, c'est déjà un critère qui est discutable. Voilà, ce qu'on va vouloir savoir dans quelques années, c'est, bon, est-ce qu'il y a moins de cancer d'intervalle? Voilà. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Donc, voilà, ça rejoint un peu le truc. Oui, c'est sexy, mais on attend un petit peu. Voilà. Et puis il y a aussi les limites méthodologiques sur l'élaboration de ces algorithmes. Alors autant le endpoint, il est similaire dans toutes les études quasiment. On parle de taux de détection d'adénome pour la détection. Mais sur quoi sont entraînés réellement ces algorithmes? Est-ce que ce sont des banques d'images qui sont représentatives? D'accord. Il peut y avoir un nombre de biais faramineux. Ne serait-ce que, est-ce qu'on a plus d'hommes, plus de femmes? Vous voyez, il y a des tas de choses qui peuvent jouer sur la qualité de l'entraînement et puis même de la validation des algorithmes. Et donc ça, ce sont des limitations qui, même si les études sont de mieux en mieux conduites et que les algorithmes continuent à progresser, on a encore un petit peu de chemin à faire. D'accord. Donc entre l'idée intéressante qu'on sent applicable et qui va probablement, je pense, révolutionner notre pratique, on n'en est pas encore à la phase où elle va pouvoir être implémentée de façon ubiquitaire. Donc évidemment, plus d'études sont nécessaires, comme d'habitude. Donc là, ça va très vite. Vous avez eu toutes les études que je vous ai citées. Elles datent d'il y a moins de 2 ans. Et donc, il est fort à parier. Il est certain qu'il y en a d'autres qui vont être publiées sur le plus long terme, notamment, pour nous dire si oui, effectivement, c'est un outil qui est réellement intéressant. Et puis, ça a déjà été un peu évoqué auparavant. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais dans l'idée toujours de ne pas griller des étapes face à quelque chose qui est nouveau et intéressant, il va y avoir évidemment la validation scientifique, mais il va y avoir aussi, une fois qu'on a l'outil, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qui le vend, qui paye, qui machin. Enfin voilà, ça c'est des questions, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais qui restent entières et sur lesquelles il va falloir que tout le monde se penche. Hein, les sociétés savantes, les États différents, chaque législation est différente selon les pays. Donc ça c'est des questions qui restent entières, en tout cas pour l'IA et l'IA dans le côlon. Voilà, merci. Merci beaucoup, Aymeric, pour la clarté de cet exposé très, très richement illustré. Alors, on comprend que, outre la détection et la caractérisation, bon, les vidéos sont exemplaires, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a une possibilité d'améliorer globalement la qualité. Est-ce que tu pressens que ça va être aussi un risque,
quand je dis un risque, peut-être un bénéfice finalement pour le patient en termes de contrôle qualité. C'est-à-dire que finalement, tout en faisant les examens, on va aussi accumuler des données sur finalement le docteur Beck, il descend un peu vite ses coloscopies, il y a des zones qu'il voit pas. Et puis un jour, la caisse d'assurance maladie qui vient de voir et qui dit, Monsieur Beck, les coloscopies, c'est fini. Je pense que c'est une application qui est même indispensable de l'IA dans le côlon. Et à titre personnel, je pense qu'on est à la traîne en France par rapport aux pays anglo-saxons où, indépendamment de ce sujet précis, les médecins sont contrôlés régulièrement sur leurs connaissances au cours de leur carrière. Et donc là, il s'agit de la sécurité des patients, il s'agit d'une question financière aussi, puisqu'on peut imaginer que si, avec ce contrôle, les coloscopies sont de meilleure qualité et forcent les endoscopistes à faire globalement, en moyenne, un meilleur travail, qu'on économisera sur les cancers d'intervalle, sur même les coloscopies. Et pour rebondir sur ce que tu dis, y compris pour les petits polypes, peut-être qu'il y a un ticket d'entrée. Et finalement, au début, on va se retrouver à enlever beaucoup de petits polypes. Peut-être qu'on va se retrouver avec beaucoup de petits polypes qu'on va envoyer en anapathe et ça va être une surcharge au début. Mais allez savoir si, dans un avenir proche, on va pas finalement après élargir les intervalles de surveillance et se retrouver à faire des contrôles à 6 ans, 7 ans, 10 ans au lieu de 5 parce que oui, on aura tout enlevé. Est-ce qu'il y a des pistes de recherche pour nous dire finalement, et tu nous dis le traitement d'image, il ne peut agir que sur les images qu'on lui montre. Est-ce qu'il y a des développements sur des zones aveugles, c'est-à-dire l'endoscope, ou plutôt l'opérateur qui est guidé par l'IA sur le passage peut-être un peu rapide d'un angle, sur une rétrovision mal faite ou trop rapide? Alors, quel est le développement de cet ordre-là? Je sais parce que j'en ai entendu parler. Je ne peux pas te donner plus de détails sur le sujet parce que c'est encore au stade d'études. Mais je me suis laissé dire qu'effectivement, il y a des équipes qui travaillent également sur ça. C'est-à-dire pas seulement le temps de montée, le temps de descente, mais aussi estimer si toute la muqueuse a été vue ou pas. D'accord. Une petite question très simple en fait, parce que tes données, effectivement, elles sont très convaincantes et comme tu dis, c'est un système plug and play. On se branche, on joue. Pour la caractérisation, c'est très simple. On imagine, on appuie sur le bouton et ça nous dit ce que c'est. Et je pense que ça nous dira que c'est un festonné dans pas longtemps et peut-être même est-ce que c'est une lésion superficielle à enlever par dissection ou profonde à envoyer au chirurgien. Ça, il n'y a pas de souci pour la caractérisation. Pour la détection, est-ce que tu penses qu'il y a une courbe d'apprentissage pour l'utiliser dans de bonnes conditions, ce système-là? Est-ce qu'il faut apprendre aux utilisateurs à se servir de l'intelligence artificielle? Quand les gens vont s'équiper, finalement, ça va être assez imminent. Est-ce qu'il y a des cours à organiser pour apprendre à se servir de ces systèmes ou est-ce qu'on leur file le système clé en main et ils se débrouillent? Je pense que ça peut, au pire, ne pas être inutile, mais c'est d'utilisation assez intuitive et donc je pense que ça peut être utilisé assez facilement et rapidement avec une courbe d'apprentissage qui est très courte finalement. Je pense que c'est d'utilisation assez intuitive. Et je pense qu'on s'est surtout posé la question, mais il y a de cela 10 ans, donc il y a une éternité, à l'époque où l'analyse n'était pas immédiate. Et donc on se dit, peut-être dans le futur, on va descendre nos coloscopes en ayant en tête que la machine, elle prend un peu de temps. Mais là, en temps réel, la question ne se pose plus. C'est-à-dire que on peut descendre son coloscope comme on le fait tous les jours, et la machine, elle va détecter. Ça va être assez simple avec un signal sonore ou à l'image. Donc, je pense que la courbe d'apprentissage est assez courte. Ouais, je crois qu'on est d'accord. Oui. 5 examens et puis on est parti. Effectivement, c'est plutôt d'adopter une qualité d'examen compatible avec l'optimisation des systèmes. Et effectivement, mais ça c'est tout à fait logique en fait. Bien sûr. Jean-David, c'est à ton tour de nous donner ta présentation. Tu vas nous donner une synthèse et des perspectives qu'on espère heureuses sur l'IA en endoscopie. Alors, je vais essayer, mais j'ai moins de choses à dire vu que beaucoup de choses ont déjà été dites d'une façon que j'attendais pas forcément. Donc, le plan que je vais essayer de suivre, c'est premièrement de commencer avec ce qu'on sait, en répétant largement ce qui a déjà été dit. Deuxièmement, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne sait pas encore, et là aussi les intervenants d'avant en ont parlé. Et puis troisièmement, peut-être quelque chose qui a été un petit peu moins abordé, c'est vers quoi nous devons tendre. Voilà mes conflits d'intérêts. Et donc, ce qu'on sait, je pense que le premier message, tout le monde a compris ça, c'est que premièrement, l'IA en médecine et en gastro-entérologie, ça marche.
Voilà, ça peut le faire. Donc, dans plein de spécialités, il y a eu des publications à peu près dans toutes les spécialités, et surtout dans les spécialités où il y a de l'analyse d'image, donc évidemment la radiologie et l'imagerie médicale, mais aussi la dermatologie, la cardiologie, l'ophtalmologie, la pathologie et la gastro-entérologie. Et donc, c'est celle où il y a une reconnaissance de forme ou une reconnaissance d'image. Et donc, quand vous regarderez les articles, que ce soit en gastro-entérologie ou dans d'autres spécialités, vous verrez très souvent des graphes comme ça, où les points correspondent aux humains qui ont participé au bras contrôle pour... Alors, Mehdi a dit labelliser les données, je crois qu'en français on peut dire aussi annoter les données, et la courbe, qui est en général la courbe de la machine, et donc dans la majorité des cas, vous verrez qu'il y a un alignement entre le panel de tous les experts qui avaient donné leur avis en amont, et ce qu'a fini par prédire la machine une fois qu'elle avait été suffisamment entraînée. Le deuxième message, c'est que non seulement ça marche, mais c'est capable de marcher mieux que les humains. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement spécifique à l'IA en médecine, contrairement à l'application de l'intelligence artificielle dans d'autres domaines ou dans d'autres industries. Si vous prenez par exemple traduire un texte, reconnaître un visage, conduire, jouer aux échecs, la machine fait ça en remplacement de l'humain, mais elle ne le surpasse pas forcément. Une des caractéristiques de l'IA en médecine, c'est qu'elle peut faire des choses que nous ne savons pas faire. Ça a été aussi dit avant moi. Et donc, un des exemples de ça, c'est, je pense, la radiomique. Alors, ce n'est pas de la gastro-entérologie, mais peu importe, ça illustre ce qui est possible. Ça, c'est un papier qui a été fait il y a 1 an et demi par l'IGR. Ça fait 2 ans même maintenant que ça a été publié. Et donc, vous voyez que c'est ce qu'on appelle la radiomique, donc l'analyse très fine et sophistiquée d'images par une machine quelle qu'elle soit. En l'occurrence, c'était du scanner, pour essayer de prédire le statut immunitaire de tumeurs du poumon et leur réponse à l'immunothérapie. Aucun humain ne sera jamais capable de faire ça. Et donc, c'est une étude qui a été extrêmement bien faite. Donc, vous voyez qu'ils ont pris plusieurs caractéristiques des données d'imagerie, qu'elles ont été ensuite injectées dans un algorithme classique de machine learning pour pouvoir donner différents niveaux de prédiction, soit sur l'expression d'un gène, soit sur une analyse de phénotype, ou soit sur même carrément la réponse à l'immunothérapie. Et vous voyez qu'il y avait 4 cohortes. La première cohorte, tout à gauche, c'est la cohorte d'entraînement. La deuxième cohorte, c'est la même cohorte, enfin c'est d'autres patients, mais on cherche à prédire la même chose, donc c'était une validation sur le même critère de jugement. Et puis après, les 2 autres cohortes suivantes, c'était les autres critères de jugement, c'est-à-dire le phénotype des tumeurs et in fine, l'outcome le plus dur, c'est la réponse à l'immunothérapie. Et évidemment, vous voyez que ça marche. Et vous voyez que ça se traduit par des différences de survie selon le phénotype tumoral, puisque ça ne sert à rien d'administrer de l'immunothérapie si on sait d'avance que le patient va être non-répondeur. Le troisième message, ça a été dit aussi par Mehdi, c'est que là on a parlé de l'endoscopie, c'est normal, mais le champ d'application est extraordinairement large. Il y a du diagnostic, il y a de la thérapeutique, il y a ce qu'on appelle de façon un peu pédante la gestion de santé populationnelle, mais il y a aussi l'efficience administrative, par exemple. Donc, l'intelligence artificielle en médecine, normalement, c'est quelque chose qui va imprégner pratiquement toutes nos actions, toutes nos procédures. C'est quelque chose qui est très large. La quatrième chose qu'on sait, peut-être qu'on en a un petit peu moins parlé, c'est qu'il y a des risques qui sont très sérieux, à la fois sur le plan médical et sur le plan éthique. Mehdi l'a abordé, ça c'est une publication que vous avez peut-être vu passer dans Science, qui montrait que, à partir du moment où l'IA peut être biaisée parce que la médecine est biaisée, et qu'on va l'entraîner avec des données réelles de médecine, eh bien, vous avez un risque de perpétuer les injustices du présent, en l'occurrence le racisme qu'il peut y avoir involontairement dans la pratique médicale. Et donc, vous allez non seulement le perpétuer, mais potentiellement l'accentuer en l'automatisant. Vous voyez le titre de l'édito qui accompagnait cette publication, « Évaluer le risque et automatiser le racisme ». Ça, c'est une représentation personnelle donc, que moi je vous propose sur les différents risques que j'ai réussi à recenser qui sont associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine. Et donc, je les ai dichotomisés en fonction, en abscisse du risque, c'est-à-dire la probabilité d'occurrence du problème, et en ordonnée du hasard, c'est-à-dire du danger que ça représente. Et c'est mon appréciation personnelle, donc je la laisse ouverte à votre critique. À gauche, je vous ai mis des sujets qu'on a abordés, mais pour lesquels le danger serait grand, mais à mon sens, le risque est nul, comme la déqualification des médecins, ou la mise au chômage des médecins. On en entendait beaucoup parler pendant 5 ans.
on est en année de pandémie, j'en ai beaucoup moins entendu parler. Il me semble que la société aime plutôt bien les médecins et s'est rendu compte que la médecine sans médecin, c'est un truc qui est relativement illusoire. À droite et en bas, vous avez des risques qui sont, je pense, assez probables, mais dont le danger est relativement nul, comme par exemple le fait qu'une prédiction ne serait pas actionnable. Si on est capable de prédire que tel patient va avoir tel risque de maladie de Parkinson à 5 ans, 10 ans, mais qu'on n'a pas d'action préventive possible, c'est comme la génomique. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je ne sais pas. Il y a même potentiellement un préjudice d'anxiété, c'est un truc qu'on connaît bien. Donc finalement, je pense que les risques qui sont problématiques, ce sont les risques qui sont en haut à droite, puisqu'ils sont à la fois assez probables et un peu dangereux. Et donc, ça aussi, ça a été abordé. Vous avez les biais des algorithmes, vous avez les corrélations parasites, donc liées aux facteurs confondants, parce que là encore, il y a plein d'erreurs possibles dans les études d'intelligence artificielle. Vous avez le fait que les algorithmes sont des boîtes noires, ils ne disent pas pourquoi ils donnent une prédiction, parfois c'est problématique. Et puis vous avez par exemple l'intégration dans la chaîne de soins ou l'interaction entre les différents professionnels, qui est quelque chose qui n'est pas trivial. On l'a vu avec les autres technologies en médecine, ça n'a pas toujours été facile d'incorporer des nouvelles technologies dans une structure aussi complexe qu'un hôpital avec autant de parties prenantes. Alors ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas parfaitement bien, ça aussi, ça a été très bien dit, c'est la méthodologie pour aller vers une validation et donc une autorisation réglementaire, et ensuite quelle va être la validité en vie réelle. On va y revenir. Alors il y a deux messages peut-être qu'on peut faire passer, qui sont que quand on veut développer donc un produit et donc quand on veut développer une méthode pour une étude, il y a deux choses importantes à garder. La première chose, désolé pour l'anglais, c'est le fit for purpose, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez à développer. Et je vais revenir sur des exemples qui ont déjà été abordés. Vous avez beaucoup parlé de la comparaison avec les experts. Ça ne va pas toujours de soi, je pense. Je donne un exemple d'une start-up de cardio française qu'on a aidée. Donc, ils font de l'analyse automatisée d'électrocardiogramme. Le but, c'était surtout de vendre ça dans des pays qui sont moins développés pour pallier le manque de cardiologues et aider à analyser à la chaîne des électrocardiogrammes. Et ils étaient partis sur une comparaison avec des professeurs de cardiologie. C'était pas quelque chose qui était simple à mettre en œuvre et surtout, on leur a dit, mais peut-être que pour avoir votre autorisation réglementaire, si vous montrez que vous arrivez à égaler la performance d'un interne des urgences, ce qui existe en vie réelle, peut-être que déjà les gens vont trouver ça bien et qu'ils vont trouver que ça a un intérêt et que ce sera plus facile pour vous à la fois à démontrer techniquement et à organiser en termes d'études. Et c'est ce qu'ils ont fait finalement. Donc peut-être que finalement, que la machine donne la performance d'un gastro-entérologue très moyen comme moi, c'est peut-être intéressant par rapport à la vôtre. La deuxième chose, c'est, alors ça aussi vous en avez énormément parlé, c'est la validité externe. C'est hyper important. On a vu que beaucoup d'études sont étrangères. Tu as donné l'exemple, je pense, qui est encore plus intuitif du phototype, donc de la couleur de peau. Est-ce que tel algorithme qui performe très bien en Chine va performer aussi bien chez nous? Personne ne le sait. Et ça mérite forcément d'être validé de la même façon que personne ne se ferait vacciner avec un vaccin qui a démontré une validité sur une population qui est biologiquement différente. Eh ben, c'est un sujet aussi, il me semble, pour l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'il y a toujours... Il se trouve que ça s'y prête, parce que les algorithmes s'entraînent toujours et finissent toujours par se perfectionner, mais la validité externe, c'est un sujet qui est très important. Ensuite, il y a un sujet que vous avez aussi abordé, qui est celui du modèle économique pour les entreprises et pour les investisseurs, parce que ça coûte un petit peu d'argent, ça coûte moins d'argent qu'un médicament, mais ça coûte un peu d'argent quand même de développer ces produits. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors parfois, c'est plutôt trivial. En imagerie, par exemple, aujourd'hui, quand vous discutez avec les radiologues, soit ceux qui utilisent déjà des logiciels d'analyse, soit ceux qui essayent de les développer, ils vous expliquent qu'ils vont verser une sorte de redevance au concepteur du logiciel pour l'utiliser. Ça peut être un forfait, ça peut être à l'examen, où ils vont rendre quelques euros qui répercuteront peut-être ensuite sur leurs honoraires. Mais c'est un modèle économique qui n'est pas trop compliqué à envisager. On a l'impression que c'est faisable. Il y a des cas où c'est moins facile. On ne va pas développer, mais c'est quelque chose qui est important. Alors c'est quelque chose qui est d'autant plus important qu'il y a beaucoup d'échecs dans les entreprises qui ont essayé de développer des produits d'intelligence artificielle en médecine. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait des toutes petites entreprises, Google, IBM, Microsoft, et ce sont des râteaux monumentaux avec des dizaines ou des centaines de millions de dollars qui ont été gaspillés et qui n'ont juste rien donné. Et donc c'est important. Il ne suffit pas juste de faire quelque chose qui marche, il faut faire quelque chose
qui s'intègre dans notre fonctionnement parce que, in fine, c'est aussi un peu nous qui décidons si on va l'utiliser ou pas avec les autres parties prenantes d'un système de soins qui est un truc relativement compliqué. Alors, ce qu'on ne sait pas à la suite, c'est comment on va mettre ça en œuvre, comment ça va s'intégrer dans notre pratique. Vous en avez parlé aussi. Et donc, je pense que l'incertitude la plus importante, c'est combien de temps ça va prendre et est-ce que ça va marcher en vrai. Je rappelle que, alors, Eric Topol a fait un édito dans Nature Medicine au mois de septembre où il a rappelé qu'il y avait 12 essais randomisés et qu'il y avait 2 études prospectives, et 7 essais randomisés, dont, ne me demandez pas pourquoi, 6 en gastro-entérologie et en endoscopie, mais qui sont toutes chinoises. Il n'y a aucune étude prospective randomisée qui a montré le bénéfice en pratique réelle de l'intelligence artificielle, ni sur l'outcome des patients, ni en termes d'efficience économique. Ça n'existe pas. Donc, est-ce que ça va marcher? Personnellement, je me dis que ça finira bien par marcher un jour. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais ça risque d'être un petit peu plus difficile à démontrer que les essais que vous avez montrés, qui sont des choses qui ont été faites dans des conditions relativement standardisées, qui ne reflètent pas forcément notre pratique de tous les jours. Donc ce qu'on doit faire maintenant, je pense que la méthode, c'est quelque chose qui est, Mehdi en a parlé, c'est quelque chose qui est hyper important. Quelles sont les populations ? Quels sont les comparateurs? Alors on va en reparler un petit peu. Par exemple, est-ce qu'on doit faire systématiquement une comparaison homme contre machine? Ou est-ce que tous les essais comparatifs et randomisés doivent plutôt comparer ce qui va arriver en vrai, c'est-à-dire homme contre homme plus machine, puisque, encore une fois, la machine ne fera jamais tout. Et donc c'est plutôt ça qu'on aurait envie de savoir, c'est est-ce que le fait d'associer les deux apporte un bénéfice par rapport à l'humain seul ou à la machine seule. Ensuite, il faut essayer, dans une certaine mesure, et je laisse ça ouvert à la critique de Mehdi, de donner que ce soit un peu moins opaque. Donc, le principe d'un algorithme de machine learning, c'est qu'il est capable de prédire, mais il n'est pas capable d'expliquer. Il ne dit pas pourquoi il donne un résultat. Dans une certaine mesure, ça peut être acceptable, mais l'opacité en médecine, c'est pas forcément le truc que les gens préfèrent. Et ça se comprend. Surtout qu'il y aura des erreurs quand même. Donc, à partir du moment où il y aura des erreurs, on a envie de dire, mais pourquoi il s'est trompé? Et aujourd'hui, on est plutôt, il me semble, technologiquement, peu capable de le dire. Je sais qu'il y a des équipes de recherche, notamment Yann Lequin, qui travaillent dessus. Et ça s'appelle techniquement, je crois, la déconvolution, puisque c'est des neurones à convolution. Ensuite, je pense que c'est important, pour éviter les échecs ou pour éviter les projets qui sont frustrants, de travailler sur des projets qui alignent d'emblée les intérêts des parties prenantes. Donc, les entreprises qui souvent ont des ingénieurs qui développent les algorithmes, les soignants comme nous, et puis le payeur final qui doit un petit peu y trouver son compte, sinon ça va prendre du temps. Et il y a des entreprises qui sont mortes de ça. Des entreprises qui, parce qu'elles ne s'étaient pas d'emblée positionnées sur un modèle économique qui était réaliste, ont fini par arrêter parce qu'elles n'arrivaient plus à lever de fonds, parce que l'investisseur avait compris que c'était une impasse économique. Je pense, mais là encore on pourra en discuter, c'est ce qu'on a publié avec Philippe Raveau dans Lancet Digital Health, qu'il faut travailler sur des modèles non conventionnels. Alors c'est peut-être une des questions les plus importantes du sujet. Il y a une asymétrie de valeur ultra connue entre les algorithmes et les données. Les algorithmes de machine learning aujourd'hui sont relativement matures, je crois, et il paraît qu'ils ne progressent plus énormément et qu'on n'a pas forcément besoin qu'ils progressent énormément pour atteindre un niveau de performance, puisque vous l'avez montré, la performance, on est déjà capable, au moins en théorie, ou dans des conditions standardisées, de l'avoir. Par contre, les données ont énormément de valeur. D'abord parce que on est les seuls à les avoir. Donc aucune entreprise, aucun industriel n'a de données comme nous médecins ou nous systèmes de soins on l'a. Et puis parce que justement pour les questions de validité externe, c'est pas parce qu'un algorithme a été validé avec des données qui sont très lointaines des nôtres que ça va marcher chez nous. Et donc je pense que à partir du moment où un produit est développé avec des données de santé qui sont la propriété d'un système de soins et qui de surcroît dans la majorité des pays d'Europe sont financés par ce qu'on appelle la solidarité nationale, je pense que s'il y a de la valeur, y compris économique, qui est créée avec ça, une partie de cette valeur doit revenir au système de soins qui a fourni les données. L'analogie, c'est un petit peu comme les revues médicales, où c'est vous, les chercheurs, qui travaillez, donnez du temps, de l'argent, des patients, etc., pour publier dans les revues médicales, mais on vous demande de payer un abonnement. Alors que pourtant, c'est vous qui avez fourni la matière première pour que la publication existe. Ça me paraît un petit peu... Ça n'empêche pas d'insérer des publicités en plus. Exactement. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un sujet là-dessus et qu'il faut que les systèmes de soins
se battent pour être partie prenante là-dedans, y compris, il faut qu'ils osent potentiellement, après, essayer d'aller gagner de l'argent en vendant les futurs produits d'intelligence artificielle, soit à d'autres hôpitaux, c'est une grande transgression, mais je pense qu'il faut y penser, soit à des pays étrangers, parce que sinon, on va acheter les algorithmes des étrangers. Je ne suis pas sûr qu'on ait tant de moyens que ça pour le faire. Ensuite, je pense que c'est important de parler des risques. Vous en avez tous parlé, donc tout le monde a l'air déjà d'être relativement au courant de ça, parce que c'est un petit peu comme l'intelligence artificielle en automobile. Quand il y a eu un accident, par exemple, d'un Uber, je crois, qui avait percuté un vélo, on avait dit, vous voyez, on vous l'avait dit, c'est trop dangereux. Alors, il y a 4000 morts ou 5000 morts par an en France liés aux accidents de la route, et pourtant, on n'empêche pas les gens de conduire, mais c'est une espèce de réflexe de défense naturelle que quand une machine se trompe, on dit voilà, ça marche pas. Donc ce sera pareil, quand une machine aura laissé passer un cancer d'intervalle, on se retournera pas trop vers la machine, mais plutôt vers toi ou vers toi. Et donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête, parce que une fois que vous avez perdu la confiance, c'est quand même quelque chose qui est relativement difficile à rattraper. Démontrer le résultat, donc en pratique réelle, ça c'est le challenge le plus important qui, encore une fois, aujourd'hui, à ma connaissance, n'a pas été démontré. Et puis, travailler sur des projets réalistes. Alors, vous, c'est relativement cadré ce que vous avez présenté, mais vous avez des projets d'intelligence artificielle prédictive qui essayent de prédire un risque de cancer à 5 ans, à 10 ans, à partir d'analyses des omics. C'est quelque chose qui est vulnérable à énormément de facteurs interférents. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'il vaut mieux se concentrer sur les prédictions à court terme. Ça fait peut-être moins rêver, c'est moins impressionnant, mais prédire un risque de chute à 3 jours dans un service hospitalier ou un risque d'infection nosocomiale à 5 jours en réa, c'est très important pour nous. Donc, c'est moins spectaculaire, mais le bénéfice est super tangible. Et alors, là encore, j'ai l'impression de répéter tout ce que vous avez dit. Devenir de meilleurs médecins. Donc, je ne crois pas trop, comme j'ai dit, à la compétition avec les machines. C'est quelque chose qui est... C'est un biais cognitif assez normal, et on l'a tous. Mais finalement, personne n'a envie qu'on arrête de travailler à l'hôpital. Donc, c'est pas trop ça. Par contre, la machine va se tromper. Dans les maladies rares, parce qu'il n'y a pas de big data dans les maladies rares, par définition, il n'y a pas beaucoup de données. Ou dans les trouvailles incidentales, où la machine n'a juste pas été formée pour détecter ça, et nous, par contre, parce qu'il y a ce truc un peu magique qui s'appelle l'intuition humaine, on peut de temps en temps voir des choses. Et donc je pense qu'il faut rattraper potentiellement les erreurs de la machine. C'est pour ça qu'on doit progresser, et je pense encore une fois que ça va plutôt nous encourager à progresser, parce qu'on va avoir envie, tout simplement, juste de façon intrinsèque de le faire. Et puis, les standards éthiques, c'est important. On a la chance en Europe d'avoir des standards éthiques forts. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs scandales qui, là encore, ont miné la confiance. Le Wall Street Journal, par exemple, avait révélé en novembre 2019 que Google avait eu accès à des données de patients d'un groupe, d'une assurance privée, mais qui est une assurance non profitable. Mais c'est quand même quelque chose qui était privé. On ne sait pas vraiment si les patients avaient donné leur consentement. C'est quelque chose qui, franchement, est très loin de pouvoir arriver en France. Donc, il faut profiter du fait que les gens, premièrement, sont sensibles à ces standards éthiques et qu'aujourd'hui, ils sont encore bons pour garder un truc de confiance qui est plutôt, à mon avis, vertueux et qui fait que si on développe des produits, l'implémentation et la perception qu'en auront les gens sera plus positive que si c'était dans un contexte un petit peu compliqué. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-David. Moi, je crois vraiment que tous ces sujets se sont très bien articulés, très bien complétés. Bien sûr, il y a quelques sujets qui se chevauchent, mais c'était très, très utile de t'entendre, et notamment sur la dernière partie. Moi, j'ai une question essentielle, parce que pour la plupart de nos procédures endoscopiques, on a finalement un first look de l'endoscopiste. Donc, c'est bien ce que tu dis en disant demain, les études, elles doivent faire homme plus machine contre homme, enfin contre. À part peut-être la vidéocapsule endoscopique. Oui. Finalement, si demain une solution d'intelligence artificielle nous sort 100 images sur 30 000 qui ont été captées, et que parmi ces 100, il y en a 2 qui sont pertinentes, on aura gagné énormément de temps, mais on n'aura pas vu les 29 900 qui restent, ou les 29 000 qui restent. Alors comment font les radiologues? Parce qu'ils sont face à ce genre de problème finalement. Quand un scanner est lu par une machine, est-ce que le radiologue relit l'ensemble du scanner aujourd'hui? Est-ce qu'il se contente de lire les images qui ont été sélectionnées? Quel est le niveau de responsabilité qui est du coup alloué, réparti entre finalement la machine et l'homme? Alors globalement, je pense que pour ce qui est de la question médico-légale,
la doctrine réglementaire n'a pas énormément évolué. À partir du moment où la machine continue de faire en pratique ce qu'elle disait qu'elle faisait quand elle a soumis son dossier d'autorisation réglementaire, elle n'est pas attaquable. C'est-à-dire que si vous avez une machine qui a eu, en Europe, c'est un standard qui malheureusement est assez mou, qui est le marquage CE, alors que la FDA est beaucoup plus exigeante vis-à-vis des devices. Mais à partir du moment où une machine a dit moi je vais faire 95% de sensibilité et de spécificité, donc il va y avoir une marge d'erreur, si elle refait cette marge d'erreur en pratique réelle, on ne peut pas lui en vouloir et c'est normal. Du coup, la responsabilité, clairement, elle est chez le radiologue. Donc est-ce que ça veut dire que le radiologue doit lire toutes les codes de scanner? Je pense qu'aujourd'hui, surtout qu'on est quand même encore dans une période de transition, on n'a pas basculé, je pense que les radiologues, justement, aujourd'hui, ils prennent plus de temps parce que probablement qu'ils commencent par la regarder par eux-mêmes, ensuite ils se confrontent à la machine, et puis après, s'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas forcément détecté, ils reviennent sur l'image et ils disent « Ah oui, peut-être que c'est là, etc. » Et dans leur compte-rendu, c'est relativement circonstancié, puisqu'ils disent ce qu'ils voient, ils donnent le résultat qui est proposé par la machine, et puis ensuite ils font une conclusion. Donc ça leur prend du temps. Je pense que c'est nécessaire. Le but, c'est d'aller vers une meilleure performance. D'accord. Écoutez, je crois qu'on peut en arriver à la conclusion de cette belle table ronde. Il nous semble que la question de l'IA en endoscopie, c'est plus si. C'est quand, et en fait c'est déjà là. C'est beaucoup comment. Et comment ça va continuer, et comment on va nous l'intégrer effectivement dans nos pratiques de soins en premier lieu, mais ça a été dit plusieurs fois, nos pratiques de formation. Je me tourne surtout vers toi, Emmanuel, en technique diagnostique avancée. Comment demain on va enseigner l'endoscopie en intégrant l'IA, et puis bien sûr il y a l'immense question de recherche. Et on a dit la valeur des bases de données, de leur caractère aussi généralisable que possible, avec un champ d'application, ne serait-ce qu'en endoscopie, extrêmement large en fonction des lésions ou des maladies d'intérêt qu'on va cibler. Alors pour les médecins universitaires, je pense que c'est une responsabilité qui doit être endossée beaucoup plus largement qu'aujourd'hui. Pour la société en général, et pour ce qu'on a dit du caractère généralisable, mais aussi des questions de souveraineté technologique ou de souveraineté numérique ou de souveraineté des databases. Pas simplement parce que c'est un problème de souveraineté, mais aussi parce que ça les rend généralisables d'avoir nos propres données. Donc c'était évidemment un message directement adressé à la Société française d'endoscopie digestive et à toutes ses amies comme la SNFGE et d'autres. Merci beaucoup pour l'excellente qualité de vos présentations et de nos échanges. Merci à la SFED, merci encore une fois à notre sponsor Fujifilm et à Eurogroup pour l'organisation de cette table ronde.